Ma belle-mère m'a légué une boîte, mais c'était à mes belles-sœurs qu'elle était destinée. Des millions d'euros, elles se sont moquées de moi jusqu'à ce que je l'ouvre. J'avais pourtant veillé sur ma belle-mère jusqu'à son dernier souffle. J'avais nettoyé son corps quand elle ne pouvait plus bouger. Chaque geste empreint d'une tendresse forcée par la nécessité. Je l'avais nourrie, cuillère après cuillère, lorsque ses mains tremblaient si fort que la cuillère tombait inévitablement au sol, faisant teinter le silence de la pièce. Pendant 12 longues années, 12 années complètes, j'avais dormi sur un fauteuil délabré, juste à côté de son lit, le corps courbaturé, l'esprit en alerte constante. Lors de la lecture du testament, l'atmosphère était lourde d'attente, mais pas pour moi. Véronique, la sœur aînée de Célia, a hérité de l'entreprise familiale, évaluée à 8 millions d'euros. 8 millions, une somme colossale qui assurait son avenir et celui de ses descendants. Karine, la cadette, a reçu 5 propriétés et des comptes d'investissement totalisant 3 millions supplémentaires. 11 millions d'euros au total pour les deux sœurs. Elles ont toutes deux reçu des millions. Pour moi, il ne restait qu'une vieille boîte en bois, couverte de poussière, le vernis écaillé, exhalant une odeur de naphtaline rance qui piquait le nez et rappelait des souvenirs lointains. Les sœurs de ma défunte épouse riaient à gorge déployée, un rire strident et sans la moindre gêne, si fort que Véronique dut s'essuyer les larmes de joie avec un mouchoir en soie brodée. Maurice, l'avocat du cabinet Moreau et associé, détournait le regard, visiblement mal à l'aise, comme s'il était le seul à détenir une vérité que les autres ignoraient. Mais quand j'ai ouvert cette boîte, des mois plus tard, alors qu'il ne me restait absolument plus rien, quand j'avais touché le fond d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible, leur rire a cessé immédiatement. Le monde entier a basculé. Mais je m'avance trop vite. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là, car vous devez comprendre l'enfer que j'ai vécu pour saisir la justice de ce qui a suivi. Vous devez savoir qui j'étais avant de devenir cet homme brisé. Mon nom est Ralph. J'ai 46 ans, bien que je me sente en avoir 70. J'étais architecte, un bon architecte. J'ai conçu 3 immeubles résidentiels à Paris qui sont encore debout aujourd'hui. Des structures élégantes, fonctionnelles, rentables. J'avais un avenir prometteur, une carrière brillante qui m'attendait. Mes rêves étaient si vastes qu'ils ne tenaient pas dans mon cabinet d'architecture. Mais un jour, j'ai rencontré Célia, et ses rêves ont changé de forme. Ils sont devenus plus chaleureux, plus tangibles, plus humains. Nous nous sommes mariés quand j'avais 28 ans. Elle en avait 26, avec des yeux couleur miel et un rire si mélodieux qu'il faisait disparaître toutes les préoccupations. Graciella, ma belle-mère, était une femme difficile, dure comme le fer, avec des opinions tranchées sur tout et sur tout le monde. Elle ne m'a jamais vraiment aimé. Au début, elle pensait que je n'étais pas assez bien pour sa fille. Elle disait qu'un architecte sans nom de famille prestigieux n'était qu'un simple dessinateur avec des prétentions. Mais Célia me défendait, toujours. Elle était mon bouclier, ma voix. Et avec le temps, Graciella a commencé à s'adoucir. Pas beaucoup, mais juste assez pour que la tension constante s'estompe un peu. Véronique et Karine, les sœurs de Célia, étaient différentes. Véronique avait 7 ans de plus que Célia. Grande, élégante, toujours vêtue de vêtements qui coûtaient plus que mon salaire mensuel. Elle travaillait dans les relations publiques dans une autre ville, organisant des événements pour des gens fortunés, côtoyant des hommes d'affaires et des politiciens. Karine avait 5 ans de plus, obsédée par son apparence, son statut, cherchant constamment à prouver qu'elle avait accompli plus que tout le monde. Elle avait épousé un entrepreneur qui avait le double de son âge et vivait dans un manoir qui semblait tout droit sorti d'un magazine de luxe. Aucune des deux ne rendait visite à Graciella fréquemment. Elles appelaient à Noël. Elles envoyaient des fleurs pour son anniversaire. Rien de plus. Leur mère était une obligation, pas un amour. Quand Célia est tombée malade, tout s'est effondré. Un cancer du pancréas. Stade 4. Les médecins nous avaient non donné 6 mois. Elle a vécu 8 ans, se battant chaque jour comme une guerrière, avec une force que je ne lui connaissais pas. J'ai quitté mon travail dans mon cabinet d'architecture pour m'occuper d'elle à temps plein. J'ai vendu 2 de mes projets à d'autres architectes pour une fraction de leur valeur, juste pour payer les traitements que l'assurance ne couvrait pas.
Chaque euro était une bataille, chaque jour une épreuve. Véronique est venue aux funérailles. Karine aussi. Elles ont pleuré. Elles ont prononcé de belles paroles, des platitudes creuses. Puis elles sont parties et n'ont plus jamais appelé. Célia est morte un mardi d'octobre, sa main serrée dans la mienne, me suppliant de ne jamais abandonner sa mère. Promets-moi que tu prendras soin d'elle, Ralph. Promets-moi que tu ne la laisseras pas seule comme mes sœurs le feront. Je lui ai promis. Je lui ai promis, le cœur brisé et la voix étranglée par le chagrin. Je ne savais pas que cette promesse me coûterait tout ce qu'il me restait. 2 semaines après les funérailles de Célia, Graciela a subi un accident vasculaire cérébral massif. Je l'ai trouvée sur le sol de sa chambre, une image gravée à jamais dans ma mémoire. Elle était paralysée du côté gauche, incapable de parler correctement. Les médecins ont dit qu'elle aurait besoin de soins permanents. Elle ne marcherait probablement plus jamais. Son esprit était intact, mais son corps l'avait trahie, la laissant prisonnière d'elle-même. J'ai appelé Véronique. Ralph, j'ai un événement important cette semaine. Je ne peux pas venir maintenant. Engage une infirmière. Sa voix était froide, distante, comme si elle parlait d'une étrangère. J'ai appelé Karine. Oh, c'est terrible, mais tu sais que mon mari est en train de conclure une énorme affaire. Je ne peux pas le laisser seul. Et puis, tu vis plus près, comme si la distance était le problème, comme s'il ne s'agissait pas de leur propre mère. Alors je suis resté. J'ai vendu mon appartement, petit mais confortable, et j'ai emménagé dans la maison de Graciela. J'ai transformé le salon en une chambre d'hôpital improvisée, un espace autrefois rempli de vie, désormais dominé par le matériel médical. J'ai acheté des équipements médicaux d'occasion, apprenant à changer des sondes, à prévenir les escarres, à administrer des médicaments avec une précision millimétrique. Les premières années ont été les plus dures. Graciela était frustrée, en colère contre le monde, contre elle-même, contre son corps inutile qui l'avait abandonnée. Elle criait quand elle le pouvait, pleurait quand sa voix la trahissait, et moi, je tenais bon. Je tenais bon parce que j'avais fait une promesse à Célia, une promesse gravée dans mon cœur, celle de ne jamais abandonner sa mère. Je tenais bon parce qu'au fond de moi, je savais que Graciela ne méritait pas de mourir seule et oubliée, même si la colère et la frustration me rongeaient, parfois. Chaque cri, chaque sanglot étouffé résonnait dans les murs de cette maison, transformée en prison dorée, et chaque jour était un test de ma résilience. Mes économies s'évaporaient à une vitesse effrayante. Les traitements, les médicaments, les équipements spécialisés, tout cela coûtait une fortune, une somme astronomique qui aurait pu financer une vie entière. J'avais bien tenté de décrocher des missions en freelance en tant qu'architecte, mon métier, ma passion, mais il était impossible de respecter des horaires fixes quand Graciela pouvait avoir besoin de moi à n'importe quel moment, jour ou nuit. Les projets ambitieux, les esquisses audacieuses qui peuplaient mes rêves, restaient lettres mortes. J'ai donc dû me contenter de petits boulots, des plans de rénovation pour des voisins, des croquis basiques qui rapportaient à peine de quoi nous nourrir. Mon talent, ma formation, tout semblait se réduire à ces tâches ingrates, une amère ironie pour un homme qui avait rêvé de bâtir des villes. Véronique appelait une fois tous les 3 mois, une formalité expédiée en quelques secondes. « Comment va maman ? Ah, tant mieux, je dois filer. Ralph, bisous. » Sa voix était toujours pressée, son ton distant, comme si elle parlait d'une vague connaissance. Karine, elle, se contentait d'envoyer des SMS génériques. « J'espère que maman va bien. Tiens-moi au courant si quelque chose de grave arrive. » Jamais un euro, jamais une offre d'aide concrète, jamais une question sur mon propre bien-être. J'étais invisible, un simple rouage dans la machine de leur conscience tranquille. Les années passèrent, 1, 2, 5, puis 10. Ma vie s'était transformée en une routine mécanique de survie, un cycle sans fin qui effaçait toute trace de l'homme que j'avais été. Je me réveillais à 6 heures du matin, le corps lourd et l'esprit déjà fatigué. Il fallait laver Graciela, lui préparer son petit déjeuner mixé, car elle ne pouvait plus mâcher, lui administrer ses médicaments avec une précision d'horloger, changer ses vêtements, la nettoyer après les inévitables accidents. Ensuite, venaient la cuisine, le ménage et les exercices de rééducation, ces mouvements répétitifs dont nous savions tous deux qu'ils ne serviraient à rien,
mais que les médecins insistaient à maintenir. Enfin, la coucher, vérifier sa respiration tout au long de la nuit, dormir 3 heures et recommencer. Mes mains, autrefois agiles pour le dessin, s'étaient recouvertes de callosité. Mon dos était devenu un nœud permanent de douleur, une douleur sourde qui ne me quittait jamais. Mes yeux avaient perdu cette étincelle que Célia aimait tant, cette lueur de vie et d'espoir. J'étais devenu une ombre, un fantôme veillant sur un autre fantôme. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai abandonné. Graciela ne pouvait plus parler correctement. Mais ses yeux, eux, racontaient tout. Parfois, elle me regardait avec une gratitude déchirante. D'autres fois, avec une culpabilité palpable. Il y avait des jours où des larmes silencieuses roulaient sur ses joues pendant que je la nourrissais, et je savais qu'elle pensait à Célia, à l'injustice de ma situation. Elle devait se demander pourquoi j'étais là, sacrifiant ma vie pour elle, au lieu de construire la famille que sa fille et moi avions rêvée. Mais nous n'en parlions jamais. Nous ne pouvions pas. Les mots étaient devenus trop difficiles pour elle, et pour moi, ils étaient trop douloureux, trop chargés de souvenirs et de regrets. Alors nous continuions, en silence, deux naufragés accrochés à la même épave flottante, attendant un sauvetage qui ne viendrait jamais. Au cours de la 10e année, quelque chose changea chez Graciela. Elle devint plus calme, plus contemplative. Elle passait des heures à regarder par la fenêtre, observant le jardin qu'elle ne pouvait plus arpenter, les fleurs qu'elle ne pouvait plus toucher. Son regard s'attardait sur les moindres détails, comme si elle cherchait à imprimer chaque image dans sa mémoire. Parfois, elle tentait de me dire quelque chose, luttant avec les mots qui s'emmêlaient sur sa langue paralysée. Je me penchais près d'elle, essayant de comprendre, mais la plupart du temps, je ne captais que des fragments. Toi, bien, elle, non. Je hochais la tête comme si je comprenais, même si ce n'était pas le cas. Je lui serrais la main, lui disais que tout allait bien, ces pieux mensonges qui nous maintenaient tous deux à flot, à la limite de la folie. Véronique apparut une seule fois durant ces 10 années, une unique visite. Elle arriva dans une voiture de sport rouge rutilante, ses lunettes de soleil valant plus de 3 mois de médicaments pour Graciela. Elle entra dans la maison comme si elle visitait un musée de l'horreur, touchant les objets du bout des doigts et fronçant le nez devant l'odeur inévitable de la maladie et des désinfectants. Mon Dieu, Ralph, c'est déprimant. Tu ne peux pas engager quelqu'un pour faire ça? Je lui expliquai que je n'avais pas les moyens d'embaucher des infirmières à temps plein. Je lui dis que les soins professionnels coûtaient entre 3 000 et 5 000 euros par mois, et que j'avais à peine de quoi payer les médicaments. Elle soupira discrètement, sortit son portefeuille et laissa 200 euros sur la table. C'est tout ce que j'ai en liquide pour l'instant. Utilise ça pour quelque chose? 200 euros. Cela ne couvrait même pas une semaine de dépenses. Elle partit 20 minutes plus tard, prétextant un dîner important. Elle ne revint jamais. Karine fut pire encore. Elle ne vint pas une seule fois en 12 ans, mais elle publiait constamment des photos sur les réseaux sociaux. Karine à Paris, Karine sur un yacht, Karine dans une robe couleur émeraude qui coûtait probablement 5 000 euros, trinquant au champagne lors d'une fête exclusive. Une fois, il y a environ 6 ans, je lui avais envoyé un message désespéré. Graciela avait développé une pneumonie et avait besoin d'antibiotiques spéciaux que l'assurance ne couvrait pas. Il me fallait 800 euros. Juste 800 euros. Karine répondit 3 jours plus tard. Oh Ralph, quel mauvais moment. Nous venons de rénover la cuisine et nous sommes un peu serrés ce mois-ci, mais je t'envoie de bonnes ondes. De bonnes ondes. Graciela fut au bord de la mort pendant une semaine. J'avais dû vendre mon ordinateur, mon dernier équipement de dessin professionnel, pour réunir cet argent. Les bonnes ondes n'avaient sauvé personne, mais j'avais tenu bon. J'avais tenu bon parce que renoncer aurait signifié trahir Célia. Cela aurait signifié devenir ce que Véronique et Karine étaient déjà, des personnes qui abandonnent ceux qui ont le plus besoin d'elles. Alors j'ai résisté. J'ai appris à cuisiner 30 plats différents, avec moins de ressources, à réparer des équipements médicaux qui auraient dû être remplacés des années auparavant. Chaque jour était une bataille, chaque nuit un défi, mais je ne cédais pas. J'avais appris à dormir assis, une oreille toujours tendue vers le son irrégulier de la respiration de Graciela. Je m'étais transformé en un expert de la survie, en un maître de l'impossible,
capable de faire tenir les choses un jour de plus, une semaine de plus, un mois de plus. Chaque craquement du plancher, chaque soupir lourd, chaque toux nocturne me tirait de mon sommeil léger, me rappelant la fragilité de la vie que je protégeais. Mon corps était devenu une machine à veiller, mes muscles tendus même au repos, mon esprit jamais vraiment éteint. La 11e année, l'état de Graciela s'aggrava de manière irréversible. Son cœur, déjà affaibli, cédait lentement. Les médecins, avec des visages graves et des mots mesurés, m'annoncèrent que ce n'était plus qu'une question de mois, peut-être même de semaines. Leurs pronostics résonnaient comme des coups sourds dans le silence de ma solitude. Je composai le numéro de Véronique. « Tu devrais venir, lui dis-je, la voix rauque d'une fatigue accumulée. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. » Elle promit de venir bientôt, une promesse creuse qui ne fut jamais tenue. Puis, j'appelai Karine. « Ta mère est en train de mourir, lâchai-je, le désespoir teinté d'une colère froide. Tu ne vas pas venir lui dire adieu? Elle pleura au téléphone, des sanglots théâtraux qui me semblaient étrangement dénués de sincérité. Elle affirma qu'elle devait, bien sûr, réserver un vol, mais elle non plus ne vint jamais. Leurs absences, leurs excuses, leurs larmes factices, tout cela s'ajoutait au poids déjà écrasant de ma charge, me laissant un goût amer de trahison. Graciela s'éteignit un jeudi matin, ma main serrant la sienne, aucune de ses filles n'étant présente. Le silence qui suivit son dernier souffle fut assourdissant, un vide immense qui engloutissait les 12 années de ma vie. Ses dernières paroles cohérentes, prononcées 3 jours auparavant, résonnaient encore dans ma mémoire. Elle avait rassemblé toutes ses forces, ses yeux embués mais étonnamment clairs, et m'avait dit avec une intensité surprenante : « Quand il n'y aura plus rien, ouvre la boîte. Seulement alors, Ralph, seulement alors. » Je n'avais pas compris le sens de ces mots. Je les avais attribués au délire, à l'effet de la morphine qui brouillait son esprit. J'avais acquiescé malgré tout. Oui, Graciela, je le ferai. Elle avait alors fermé les yeux, un soupir de soulagement s'échappant de ses lèvres, comme si elle venait de se décharger d'un fardeau d'une importance capitale. J'organisais les funérailles avec les 1 200 € qui restaient sur mon compte, une somme dérisoire pour une vie entière. Un service simple, un cercueil modeste, des fleurs bon marché cueillies dans le jardin, car je ne pouvais me permettre mieux. Le jour J, Véronique arriva, drapée dans un ensemble de créateurs noirs, son maquillage impeccable et un chapeau dramatique qui semblait crier son statut. Karine fit son apparition avec son riche époux, arborant un collier de perles dont la valeur dépassait probablement celle de l'intégralité des obsèques. Elles versèrent des larmes ostentatoires devant les quelques personnes présentes, des connaissances lointaines qui se souvenaient à peine de Graciela. Elles embrassèrent des visages qu'elles n'avaient pas vus depuis des années, jouant leur rôle à la perfection. Puis, elles publièrent des photos émouvantes sur les réseaux sociaux, accompagnées de messages larmoyants sur leur « chère mère regrettée ». Je les observais, un sentiment de dégoût froid s'installant en moi. Leur chagrin était une performance, leur présence une façade. Après l'enterrement, elles m'évitèrent, me traitant comme un meuble encombrant. J'entendis Véronique dire à quelqu'un, d'une voix pleine de pitié feinte : « Pauvre Ralph, il a gâché sa vie ici. C'est tellement triste. » Ces mots me transpercèrent, comme si mon sacrifice, mon dévouement, mon amour avaient été une décision stupide, une erreur à regretter. Comme si prendre soin de celle que j'aimais était une folie et non le seul chemin possible. Une semaine plus tard, l'assignation pour la lecture du testament arriva. Maurice, l'avocat de la famille, avait géré les affaires légales de Graciela pendant des décennies. Je le connaissais vaguement, un homme sérieux d'une 60aine d'années, au visage impassible qui ne laissait transparaître aucune émotion. La réunion devait avoir lieu dans son cabinet d'avocat, un immeuble élégant au cœur de Paris. J'enfilai mon unique costume, déjà vieux et un peu trop grand, car j'avais perdu près de 15 kg ces dernières années. Je n'avais aucune attente. Honnêtement, cela m'était égal. Je voulais juste que tout cela se termine. Je voulais enfin me reposer, pouvoir pleurer sans avoir à me lever 2 heures plus tard pour donner des médicaments à quelqu'un. Je voulais retrouver un semblant de paix. J'arrivais en avance, le cœur lourd mais l'esprit vide. Véronique et Karine arrivèrent ensemble, une demi-heure en retard, comme à leur habitude.
Véronique portait un tailleur couleur ivoire qui criait l'argent, une étoffe soyeuse qui semblait glisser sur sa peau. Karine, elle, était vêtue d'une robe couleur perle, ses chaussures à talons claquants avec un bruit sec et arrogant sur le marbre poli du hall. Elles ne me saluèrent même pas, me jetant à peine un regard dédaigneux. Elles s'installèrent de l'autre côté de la table de conférence, sortirent leur téléphone et commencèrent à chuchoter entre elles, leurs rires étouffés résonnant dans le silence tendu de la pièce. Maurice entra, une épaisse chemise de documents et une mallette en cuir à la main. Son expression restait illisible, un masque professionnel. « Merci d'être venu, dit-il d'une voix neutre. Procédons. » Il ouvrit le testament et commença à lire. L'entreprise familiale, évaluée à 8 millions d'euros, revenait à Véronique. 5 propriétés commerciales à Paris, plus un compte d'investissement de 3 200 000 euros, étaient attribués à Karine. Les bijoux, les œuvres d'art, une collection d'antiquités, tout était partagé entre les deux sœurs. La maison où j'avais vécu et pris soin de Graciela pendant 12 ans, également pour Véronique. J'écoutais, distant, comme si tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. Je ne ressentais ni colère, ni surprise, juste un vide profond et froid qui s'installait en moi. Chaque chiffre, chaque bien mentionné, soulignait un peu plus l'abîme entre leur monde et le mien. Maurice fit une pause, prit une inspiration et reprit. Et pour Ralph, époux de ma défunte fille Célia. Je relevai la tête, un infime espoir, une étincelle presque imperceptible s'allumant en moi. Véronique et Karine firent de même, leurs regards curieux se posant sur moi. Il y avait quelque chose d'étrange dans la pose de Maurice, quelque chose d'inconfortable, presque hésitant. Je lui lègue la boîte en bois qui se trouve dans ma chambre, près de la fenêtre. Le silence dura exactement 3 secondes. Puis, le rire éclata. Véronique rit si fort qu'elle dut se couvrir la bouche, ses épaules secouées de spasmes incontrôlables. Karine se pencha sur la table, son corps entier tressautant. Une boîte? Sérieusement? Véronique parvenait à peine à articuler entre 2 éclats de rire. Oh mon Dieu, maman avait vraiment le sens de l'humour. Maurice, lui, ne rit pas. Il me regarda directement, et pendant une seconde fugace, je crus déceler quelque chose dans ses yeux. De la compassion? De la peine? Je ne saurais le dire. Mais il détourna rapidement le regard et poursuivit les formalités légales comme si de rien n'était. Véronique s'essuya les larmes de rire avec un mouchoir en soie. Pauvre Ralph. 12 ans à s'occuper de maman pour finir avec une vieille boîte. J'espère qu'elle a au moins une valeur sentimentale. Karine ajouta, toujours hilar. Peut-être qu'elle contient de vieilles photos ou des lettres d'amour. Comme c'est romantique. Elles se regardèrent et éclatèrent de nouveau de rire. Un son strident qui résonnait dans mes oreilles. Je me contentais de fixer mes mains. Mes ongles étaient cassés à force de travail. Mes paumes portaient des cicatrices de brûlures mineures dues à la cuisine faite à la hâte. Des callosités épaisses témoignaient des années d'efforts. Des mains d'un homme qui avait travaillé jusqu'à l'épuisement. Et maintenant, ses mains ne recevraient rien. Maurice se racla la gorge avec force. « Si vous me permettez de continuer... » Les rires s'éteignirent peu à peu, laissant place à un silence pesant, seulement rompu par le froissement des papiers. Nous signâmes les documents. Véronique et Karine apposèrent leurs signatures avec un enthousiasme débordant, leurs visages éclairés de sourires satisfaits, posant des questions précises sur les transferts bancaires et les dates de prise de possession des propriétés. Leur voix résonnait, emplie d'une anticipation joyeuse, tandis qu'elles s'assuraient que chaque détail financier était à leur avantage. Moi, je signais là où l'on me disait de signer, sans vraiment lire, sans m'en soucier. Chaque paraphe était un geste mécanique, une acceptation tacite de ma défaite, une capitulation devant l'inévitable. Mon esprit était ailleurs, vide de toute volonté de résister. Quand tout fut terminé, Véronique se leva, lissa son tailleur impeccablement coupé et me regarda pour la première fois de toute la réunion. Son regard était froid, dénué de toute émotion, comme si j'étais un meuble encombrant. « Ralph, il faut que tu libères la maison le plus vite possible. Je vais la mettre en vente. Je te donne 2 semaines. C'est généreux. »
Le mot « généreux » résonna dans l'air comme une moquerie cruelle. 2 semaines. La maison où j'avais vécu 12 ans, où Célia avait grandi, où Graciela avait rendu son dernier souffle dans mes bras. 12 ans de ma vie, de mes sacrifices, de mes espoirs et de mes peines, réduits à un délai de 14 jours. 2 semaines pour effacer tout cela, pour déraciner chaque souvenir, chaque empreinte de notre existence. C'était une sentence, pas une faveur. Et où suis-je censé aller? Ma voix sortit plus rauque que je ne l'avais imaginé, écorchée par l'amertume et la fatigue. Véronique haussa les épaules, un geste d'indifférence totale. « Je ne sais pas, Ralph. Je suppose que tu devras trouver quelque chose. Il y a des appartements pas chers en banlieue. Ou peut-être peux-tu rester chez un ami le temps de t'organiser. » Des amis? Le mot me frappa comme un coup. Des amis? Il y avait des années que je n'avais plus eu le temps pour des amis. Tous s'étaient éloignés, un à un, lorsque ma vie était devenue un cycle interminable de couches et de médicaments, de nuits blanches et de rendez-vous médicaux. Mon monde s'était rétréci aux 4 murs de cette maison, à l'odeur de la naphtaline rance et au murmure d'une femme vieillissante. Qui aurait voulu de cette vie? Karine, qui n'avait pas levé les yeux de son téléphone depuis le début de la conversation, ajouta d'une voix distraite: « On pourrait te donner un peu d'argent pour t'aider. Que dirais-tu de 500 € pour démarrer ?» Elle venait d'hériter de plus de 3 millions d'euros. Véronique la regarda, surprise par cette proposition, même si elle était dérisoire. « Karine, ne sois pas exagérée. Avec 500 €, c'est bien. 500 €. On m'offrait 500 € après 12 ans de dévouement absolu. » L'insulte était cuisante, plus douloureuse que n'importe quel coup physique. C'était le prix de mon sacrifice, la valeur qu'elles accordaient à ma présence. Maurice intervint, sa voix contrôlée mais tendue, un mince filet de décence dans ce torrent de cruauté. « Mesdames, peut-être pourrions-nous discuter de cela à un autre moment. Ralph vient de perdre quelqu'un de très proche. » Véronique le fit taire d'un regard acéré, un avertissement silencieux. « Maurice, ce n'est pas votre problème, c'est une affaire de famille. » Elle ramassa ses affaires, ses documents parfaitement organisés dans une élégante pochette en cuir italien. Karine fit de même, son téléphone toujours à la main. Avant de sortir, Véronique s'arrêta dans l'encadrement de la porte, un dernier coup de poignard. « Ah, et Ralph, cette boîte que maman t'a laissée est dans sa chambre. Prends-la quand tu partiras. Je n'en veux pas sur ma propriété. » Elles s'en allèrent. Le son de leurs talons claqua sur le marbre du couloir, s'estompant progressivement jusqu'à disparaître. Maurice et moi restâmes seuls dans ce cabinet froid et silencieux, l'écho de leur mépris flottant encore dans l'air. Il rangea les documents lentement, trop lentement, comme s'il attendait que je dise quelque chose. Je ne le fis pas. Que pouvais-je dire? Mes mots s'étaient éteints avec mes espoirs. Finalement, il parla. « Ralph, je suis vraiment désolé. » Je ne répondis pas, incapable de formuler une réponse, même un simple hochement de tête. Graciela, c'était une femme compliquée. Il semblait vouloir en dire plus, mais se retint, un voile de prudence passant sur son visage. Prenez soin de vous et de la boîte. Ne la perdez pas. C'était étrange. La façon dont il l'avait dit, comme si elle était d'une importance capitale. Mais j'étais trop épuisé pour analyser les tons et les regards énigmatiques. J'acquiesçai simplement et partis. Je retournai à la maison pour la dernière fois. L'atmosphère était lourde, imprégnée d'une mélancolie palpable. Je marchais à travers les pièces vides, chacune résonnant de souvenirs que personne d'autre ne valorisait. Le fauteuil délabré où j'avais dormi des milliers de nuits, le dossier d'architecte posé sur la petite table à côté, la cuisine où j'avais préparé d'innombrables repas à la hâte, le parfum de café et de remèdes flottant encore dans l'air, la salle de bain où j'avais baigné Graciela avec toute la dignité qu'elle méritait, ces murmures de gratitude résonnant dans ma mémoire. Tout cela disparaîtrait bientôt. La maison serait vendue, rénovée, livrée à une nouvelle famille qui ne connaîtrait jamais les histoires que ces murs gardaient jalousement. C'était comme si une partie de moi-même allait être effacée, sans laisser de traces. Je montai à la chambre de Graciela. Elle était exactement comme je l'avais laissée après sa mort, un sanctuaire figé dans le temps. Le lit défait, les flacons de médicaments alignés sur la table de chevet,
témoin silencieux de ses dernières heures. Et près de la fenêtre, sur une petite table en bois, se trouvait la boîte. Elle était plus grande que je ne l'avais imaginé. Peut-être 60 centimètres de long, 30 de large, 20 de haut. Du bois sombre, ancien, avec le vernis écaillé au coin, révélant la patine du temps. Elle portait de simples gravures sur le couvercle, des motifs géométriques que le temps avait usés, presque effacés. Quand je la soulevais, je calculais qu'elle pesait environ 5 kilogrammes. Quelque chose cliquetait à l'intérieur, un son mystérieux et lointain. Je ne l'ouvris pas. Je ne ressentais même pas de curiosité. Graciela m'avait dit de l'ouvrir quand il n'y aurait plus rien. Et bien que techniquement il ne me restait presque rien, je n'avais pas encore atteint ce point de non-retour. J'avais encore ma vieille voiture, un fidèle compagnon de route. J'avais encore les 500 € que Karine m'avait généreusement remis après la réunion, déposés sur la table de Maurice avec un sourire condescendant qui brûlait encore ma mémoire. J'avais encore un peu de dignité. Peu, mais quelque chose. J'emballais mes quelques affaires. Mes vêtements usés, quelques livres jaunis, des photographies de Célia, son sourire figé dans le temps, et les plans de mes anciens projets architecturaux, des rêves de béton et de verre qui n'avaient jamais vu le jour. Maintenant, je n'avais plus que les souvenirs d'une vie qui n'existait plus. Tout tenait dans 3 cartons et une valise cassée. 12 ans de vie réduits à cela. Je chargeais tout dans ma voiture. Une berline de 2008 qui faisait des bruits inquiétants à chaque accélération, comme un vieil homme qui gémit sous l'effort. La boîte en bois, je la posais sur le siège passager, attachée avec la ceinture de sécurité. Je ne savais pas pourquoi je lui avais mis la ceinture. Peut-être parce que c'était la dernière chose que Graciela m'avait donnée. Peut-être parce que j'avais besoin de croire que quelque chose importait encore, que ce lien ténu avec le passé n'était pas encore brisé. Je conduisis sans but pendant des heures, le moteur ronronnant, la ville s'éloignant derrière moi. Je n'avais nulle part où aller. Je pensais aux hôtels bon marché, ces refuges temporaires pour âmes perdues. Mais même le plus économique coûterait 50 € la nuit. Avec 500 €, cela signifiait moins de 2 semaines. Et après quoi? Je n'avais pas de travail, pas de référence professionnelle récente. J'avais été hors du monde de l'architecture pendant plus d'une décennie. Mon nom oublié, mes compétences rouillées. Le désespoir commençait à s'installer, froid et implacable, dans les recoins de mon esprit. Qui embaucherait un homme de 46 ans sans expérience actualisée, sans portfolio numérique, sans le moindre réseau professionnel? J'ai fini par échouer dans un parking public, un de ces vastes espaces gris et impersonnels où les voitures se serrent les unes contre les autres comme des bêtes fatiguées. J'ai coupé le moteur et le silence qui a suivi a été assourdissant, lourd de toutes les pensées que j'avais réussi à repousser. Je suis resté là, affalé sur mon siège, le regard perdu dans le ciel de tôle du toit de ma voiture. La réalité, froide et implacable, commençait à m'écraser. J'étais seul, absolument seul, dans cette ville immense et indifférente. Les premiers jours, je les ai passés à dormir dans la voiture. J'avais trouvé un coin un peu à l'écart, près d'un parc où les patrouilles de police se faisaient rares la nuit. Chaque soir, je baissais le siège arrière, m'enroulais dans une mince couverture qui ne me protégeait que superficiellement du froid mordant qui s'infiltrait par les fenêtres. Les bruits de la rue, les sirènes lointaines, le vrombissement des camions, les éclats de voix, tout me maintenait éveillé, en alerte. Chaque heure passée sans sommeil était une heure de plus à ruminer l'absurdité de ma situation. 12 ans. 12 années entières dédiées à prendre soin de Graciela, à veiller sur elle, à être son pilier. J'avais sacrifié ma carrière d'architecte, mon avenir, ma stabilité financière et émotionnelle. Et maintenant, j'étais là, sans abri, sans argent, sans rien. Les mots de Véronique résonnaient dans ma tête comme une mélodie macabre. Pauvre Ralph, il a gâché sa vie. Peut-être avait-elle raison. Peut-être avais-je été un idiot, un rêveur naïf qui avait cru à la bonté et à la loyauté. J'ai cherché du travail, n'importe quel travail. J'ai frappé à la porte de cabinets d'architectes, mes vieux portfolios imprimés sous le bras, des liasses de papier jaunis et obsolètes. Nous sommes désolés, monsieur. Nous recherchons quelqu'un avec une expérience avérée des logiciels de conception moderne, du BIM, de la modélisation 3D. Leur regard était poli, mais leur sourire, empreint d'une pitié à peine voilée, me transperçait.
J'ai tenté ma chance dans des magasins, des restaurants, des entrepôts. Expérience récente en service client? Numéro de téléphone? Même sur les chantiers de construction, on m'a rejeté. Mon ami, nous avons besoin de jeunes, de costauds. Sans offense, mais vous avez l'air épuisé. Ils avaient raison. J'étais anéanti, mon corps et mon esprit usés jusqu'à la corde. Mes 500 € initiaux s'évaporaient à une vitesse effrayante. De l'essence pour maintenir ma voiture en vie, de la nourriture bon marché pour survivre. J'utilisais occasionnellement les toilettes publiques pour me rafraîchir, un simulacre d'hygiène. En 3 semaines, il ne me restait plus que 10 €. La panique, froide et permanente, s'est installée dans ma poitrine. La faim est devenue ma compagne constante. Pas le genre de faim que l'on ressent quand on a oublié de déjeuner, mais la faim réelle, celle qui vous tord les entrailles, qui vous prive de sommeil, qui vous pousse à regarder les poubelles près des restaurants avec un désespoir que je n'aurais jamais cru possible. J'achetais le pain de mie le moins cher que je pouvais trouver, 80 centimes le paquet. J'en mangeais 2 tranches le matin, 2 le soir, parfois une seule à chaque fois pour étirer l'argent. Je buvais l'eau des fontaines publiques. Je me lavais dans les toilettes des stations-service avec du savon bon marché et des serviettes en papier. Mon reflet dans ces miroirs sales me faisait peur. Des yeux cernés, une barbe hirsute et négligée, des vêtements froissés qui sentaient l'humidité parce que je dormais avec. Je me transformais lentement en un de ces hommes invisibles que les gens évitent de regarder, par gêne ou par peur. Ma voiture a commencé à rendre l'âme. Le moteur toussait à chaque démarrage, un râle douloureux. Un matin, elle n'a pas démarré du tout. J'ai dû demander de l'aide à un mécanicien dans un atelier voisin. Il a jeté un œil sous le capot et a secoué la tête. La batterie est morte et vous avez aussi des problèmes d'alternateur. Ça va vous coûter environ 300 € pour tout réparer. Il me restait 95 €. Et si je change juste la batterie? Ai-je demandé, la voix à peine audible. Ça tiendra peut-être 1 mois, 2 si vous avez de la chance, a-t-il répondu, le regard compatissant. Mais l'alternateur finira par lâcher. Je n'avais pas le choix. J'ai dépensé ce que j'avais pour une batterie d'occasion. Le mécanicien m'a fait une réduction, par pitié. Je l'ai vu dans ses yeux. Bonne chance, mon ami, vous en aurez besoin. Il me restait 5 €. C'était tout ce que j'avais au monde. 5 € entre moi et la rue, l'abîme. J'ai continué à chercher du travail, mais c'était pire qu'avant. Je ressemblais à ce que j'étais, un homme désespéré au bord de l'effondrement. Les gérants me regardaient avec méfiance. Adresse actuelle? J'hésitais, puis je donnai l'adresse de l'ancienne maison de Graciella, bien que je sache que Véronique l'avait déjà vendue. Numéro de téléphone? Le mien était sur le point d'être coupé, car je n'avais pas payé la facture. Les entretiens duraient 3 minutes. Ils se terminaient toujours par la même phrase creuse. Nous vous rappellerons. Ils n'ont jamais rappelé. Une nuit, garé à ma place habituelle, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Une famille de 3 personnes, un père, une mère et une petite fille d'environ 7 ans, vivaient dans une camionnette, 2 places plus loin. Je les ai vus manger des céréales sèches directement d'une boîte, partageant une seule bouteille d'eau. La petite fille riait de quelque chose que son père avait dit. Elle riait. Malgré tout, cette famille trouvait le moyen de rire. Je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois que j'avais souri. Je me suis senti mourir de l'intérieur. C'était ça mon avenir. Vivre ainsi indéfiniment, me détériorer lentement jusqu'à devenir une statistique de plus, un visage anonyme dans la masse des oubliés. J'ai envisagé de vendre la boîte. C'était la seule chose que je possédais qui avait une valeur potentielle. Du bois ancien, des gravures faites à la main. Peut-être qu'un antiquaire m'en donnerait quelque chose. 50, peut-être 100 € si j'avais de la chance. Cela m'achèterait une semaine de sursis, une semaine de pain. Je l'ai sorti de la voiture et l'ai posé sur le capot, sous la lumière blafarde d'un lampadaire. Je l'ai observé attentivement pour la première fois. Les gravures étaient plus complexes que je ne l'avais remarqué. Des motifs entrelacés, presque hypnotiques, qui semblaient raconter une histoire silencieuse. J'ai passé mes doigts sur le bois, sentant les imperfections, les marques du temps, chaque rainure creusée par les années.
Et puis, je me suis souvenu des mots de Graciela, prononcés d'une voix faible mais ferme. Quand il n'y aura plus rien, ouvre la boîte. Seulement alors. J'ai regardé autour de moi. Le parking était vide, à l'exception de la camionnette familiale. Ma voiture agonisante. Les 5 € qui me restaient, à peine de quoi acheter une miche de pain. La famille dans la camionnette, mon estomac vide, mon avenir inexistant. Le plus rien était arrivé. Si ce n'était pas ça, ce quand il n'y aura plus rien, alors qu'était-ce? Mais quelque chose m'a retenu. Un dernier vestige d'une fierté stupide, absurde. J'avais encore 5 €. J'avais encore ma voiture, même si elle menaçait de me lâcher à tout moment. Je n'avais pas encore complètement touché le fond. Du moins, c'est ce que je m'efforçais de croire. J'ai rangé la boîte de nouveau sur le siège passager, la posant avec une prudence presque religieuse. Pas encore, me suis-je dit à voix haute, ma voix sonnant creuse et étrangère dans l'espace confiné de l'habitacle. C'était un mensonge que je me racontais, une dernière tentative désespérée de repousser l'inévitable. Les jours suivants furent une descente aux enfers, une spirale glaciale et inéluctable. Chaque aube apportait son lot de faim et de désespoir renouvelé. J'ai dépensé les derniers euros en nourriture, un morceau de pain rassis par-ci, une bouteille d'eau quand je ne trouvais pas de fontaine publique. Une fois, 1 € entier pour un café instantané, juste pour sentir quelque chose de chaud dans mon estomac vide, une illusion de confort qui s'est évanouie aussi vite qu'elle était apparue. Le goût amer du café bon marché persistait, un rappel de ma déchéance. Quand j'ai atteint le zéro absolu, un vide sidéral dans mon portefeuille et dans mon âme, je suis entré dans une phase de négation. C'était temporaire, me répétais-je. Demain, je trouverai quelque chose. Après-demain, la semaine prochaine. Mais les jours s'étiraient, longs et monotones, et rien ne changeait. Mon corps s'affaiblissait, mes pensées devenaient floues, obsédées par la faim. J'ai commencé à chercher de la nourriture dans les poubelles. J'ai essayé. Je me suis arrêté devant un conteneur derrière un restaurant, l'odeur âcre des déchets m'agressant les narines. J'ai vu des sacs débordant de restes de nourriture à moitié consommés, des bribes de repas jetées avec indifférence. Mon estomac se tordait, mais une barrière invisible m'a arrêté. Je n'ai pas pu. Rien que d'y penser, des nausées me prenaient. Je n'étais pas encore tombé si bas, mais j'étais proche, dangereusement proche. La dignité, même la plus infime, s'accrochait encore à moi comme une moule à son rocher. Mon téléphone a été coupé. Plus de réseau, plus de connexion. J'étais désormais complètement déconnecté du monde, un fantôme errant. Je ne pouvais pas appeler pour chercher du travail, ni recevoir d'appel si quelqu'un voulait m'embaucher. C'était une solitude totale, un isolement forcé. Je marchais dans les rues de Paris pendant la journée pour ne pas gaspiller l'essence précieuse de ma voiture agonisante. Je cherchais des lieux avec du Wi-Fi gratuit, des cafés où j'achetais le café le moins cher possible juste pour pouvoir rester, des centres commerciaux où je m'asseyais sur les bancs, observant les gens passer avec leurs sacs de courses, leur vie normale, leurs problèmes normaux. Leurs rires, leurs conversations, leurs préoccupations quotidiennes me semblaient venir d'un autre univers. J'enviais tout le monde, absolument tout le monde, même ceux qui se plaignaient d'une attente trop longue ou d'un prix trop élevé. Un après-midi, alors que je marchais sans but, les pieds lourds et l'esprit engourdi, je suis passé devant une galerie d'art. Il y avait une exposition. Je suis entré parce que c'était gratuit et qu'il y avait l'air conditionné, un luxe inouï pour moi. L'air frais était une bénédiction sur ma peau moite. Les peintures étaient magnifiques, abstraites, éclatantes de couleurs vives qui contrastaient étrangement avec la grisaille de mon existence. Je me suis arrêté devant l'une d'elles, une toile représentant une figure solitaire dans un paysage vide et désolé. Le titre était « Abandon ». Je suis resté là, immobile, pendant 21 minutes, absorbé par l'image, comme si elle reflétait mon propre reflet. Une femme élégante, vêtue d'un tailleur impeccable et d'un collier de perles, s'est approchée de moi. « Émouvant, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une réponse. « C'est sur la solitude existentielle à l'ère moderne », a-t-elle poursuivi, sa voix douce mais pleine d'assurance. Elle a continué à parler,
Mais j'ai cessé d'écouter. Solitude existentielle. Quelle manière prétentieuse de décrire ce que je vivais. Elle ne savait rien de la solitude réelle, de l'abandon véritable, de cette faim qui vous ronge les entrailles et de cette peur qui vous glace le sang. Elle est partie après un moment, sans même me jeter un second regard. Je suis resté jusqu'à la fermeture de la galerie, prolongeant le plus possible ce bref répit. Je suis retourné à ma voiture cette nuit-là, et quelque chose s'est brisé en moi. Une digue a cédé. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Célia, il y a des années. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu, pour les années gaspillées à me sacrifier pour une famille qui m'avait jeté, pour l'injustice de tout cela, pour ma situation actuelle, pour la faim qui me rongeait, pour le désespoir qui m'étouffait. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes, seulement des spasmes secs qui me faisaient mal à la poitrine, une douleur physique et émotionnelle intolérable. Et quand j'ai eu fini, je me suis senti vide, complètement vide, même pas triste, juste rien, un néant absolu. Le lendemain, j'ai vu Karine. C'était complètement accidentel. J'étais dans le centre de Paris, cherchant je ne sais pas quoi. Peut-être que je marchais juste pour ne pas penser, pour échapper à mes propres pensées. Elle est sortie d'une boutique de luxe, les bras chargés de sacs de marque. Elle portait une robe couleur champagne qui brillait sous le soleil d'automne, des chaussures qui coûtaient probablement plus cher que tout ce que j'avais mangé le mois dernier. Elle était accompagnée de deux amies, riantes aux éclats, visiblement heureuses. Elle avait l'air radieuse, comme quelqu'un sans le moindre souci au monde. Je me suis figé. Pendant une seconde, j'ai envisagé de m'approcher, de lui demander de l'aide, de lui expliquer ma situation, de lui montrer l'étendue de ma détresse. Mais alors, je l'ai entendu parler, sa voix claire et insouciante portant jusqu'à moi. Oh, je vous jure que vendre la maison de maman a été la meilleure chose à faire. Véronique l'a vendue pour 2 millions d'euros, vous imaginez? Maintenant, elle a environ 10 millions d'euros au total. Et moi, j'en ai 5. C'est incroyable! Ses amis ont poussé des cris d'excitation, leur voix aiguë résonnant dans la rue animée. Elles ont continué à marcher, passant à moins de 3 mètres de moi. Karine ne m'a pas vu, ou peut-être m'a-t-elle vu, mais ne m'a pas reconnu. Après tout, je ne ressemblais plus à Ralph, l'architecte respecté. Je ressemblais à un sans-abri, un fantôme de mon ancienne vie. Je sentais probablement mauvais, je devais faire peur. Je me suis éloigné avant qu'elle ne puisse me voir clairement, chaque pas me faisant atrocement mal. 10 millions d'euros, 5 millions d'euros. Et moi, j'avais zéro, moins que zéro. J'avais des dettes que je ne pouvais même pas commencer à rembourser. Le contraste était une gifle brutale. Je suis retourné à ma voiture à pied. Le trajet a duré 2 heures, chaque pas une épreuve. Mes pieds me faisaient horriblement mal, mes muscles étaient à vif. Je n'avais rien mangé depuis 2 jours. Je me sentais étourdi, faible, au bord de l'évanouissement. Cette nuit-là, garé à ma place habituelle, dans l'ombre d'un immeuble désaffecté, j'ai regardé la boîte une fois de plus. La boîte qui était tout ce qui me restait de 12 années de sacrifice, de dévouement à Graciela et à sa famille. Les mots de Graciela résonnaient dans ma tête comme un écho constant, une prophétie murmurée. Quand il n'y aura plus rien, ouvre la boîte. Seulement alors. Maintenant, oui. Maintenant, il ne restait vraiment plus rien. Zéro argent, zéro nourriture, zéro espoir. La voiture fonctionnait par miracle, un sursis temporaire. Moi, je fonctionnais par inertie, un corps vidé de toute volonté. Je n'avais pas touché le fond. Je m'étais écrasé contre lui et j'avais traversé vers quelque chose de pire, un abîme sans nom. J'ai pris la boîte avec des mains tremblantes. Elle pesait. Elle avait toujours pesé. Qu'est-ce qui pouvait bien se trouver à l'intérieur pour être si lourd? De vieux livres, des outils anciens, des souvenirs sans valeur pour personne d'autre que Graciela. J'ai cherché la fermeture. C'était un simple loquet de métal rouillé. Je l'ai bougé. Il était dur, bloqué par des années de non-utilisation, par l'humidité et l'oubli. J'ai appliqué plus de force, sentant le métal froid sous mes doigts, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Le loquet grinça, puis céda. Mon cœur battait à une vitesse absurde, considérant que je m'attendais à ne trouver qu'un ramassis de babioles sentimentales, sans aucune valeur concrète.
Lentement, j'ai soulevé le couvercle de la boîte. Une odeur de vieux, de papier ancien et de bois confiné me frappa d'abord, comme un souffle du passé. C'était l'odeur du temps enfermé, des années de silence et d'oubli. À l'intérieur, des documents, des enveloppes scellées, des chemises jaunies par le temps s'empilaient avec une précision presque rituelle. J'ai saisi la première chemise. Une écriture tremblante, mais reconnaissable, celle de Graciella, y avait inscrit « Pour Ralph ». À lire en premier. Sous la lumière chancelante du lampadaire qui éclairait le parking désert, j'ai ouvert la chemise. C'était une lettre manuscrite. L'écriture de Graciella, oui, mais plus ferme, plus assurée que celle de ces dernières années, rongée par la maladie. Elle avait dû l'écrire bien avant son accident vasculaire cérébral, à un moment où sa lucidité était encore intacte. J'ai commencé à lire, chaque mot résonnant dans le silence oppressant de l'habitacle. Cher Ralph, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Cela signifie que tu as tenu ta promesse, celle de veiller sur moi jusqu'à la fin. Cela signifie aussi que mes autres filles ont fait exactement ce à quoi je m'attendais d'elles. Rien. Je t'ai laissé cette boîte dans le testament public, sachant pertinemment que Véronique et Karine s'en moqueraient. J'avais besoin qu'elles le fassent. J'avais besoin qu'elles révèlent leur vraie nature devant des témoins, devant l'avocat, devant toi. J'avais besoin que tu vois, avec une clarté absolue, qui elles sont réellement, car ce qui va suivre changera tout. Ma respiration s'est accélérée, chaque battement de mon cœur résonnant dans mes tempes. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux du papier, l'encre noire semblant danser sous la faible lumière. J'ai continué à lire, le corps tendu, l'esprit en alerte. Il y a 15 ans, alors que Célia était encore en vie et que tu bâtissais ta carrière d'architecte avec tant de passion, j'ai pris une décision capitale. J'ai transféré 60% des actions de l'entreprise familiale à un trust irrévocable. Ce trust, qui porte ton nom, Ralph, a été formalisé devant notaire, dûment scellé et inscrit au registre du commerce. Il est resté inactif jusqu'à l'instant de ma mort. Le testament que Maurice a lu était authentique. Véronique a bien hérité de l'entreprise, mais elle ne possède que 40% des actions. Toi, tu en as 60. Tu es l'actionnaire majoritaire. Tu contrôles tout. J'ai cessé de respirer. Littéralement. Pendant 5 longues secondes, l'air s'est figé dans mes poumons. Mon esprit refusait d'assimiler ce que je venais de lire. J'ai relu le paragraphe. 1 fois, 2 fois, 3 fois. 60%. Actionnaire majoritaire. Non, ce n'était pas possible. C'était une farce cruelle, une hallucination due à la faim et à la fatigue. Tremblant de tout mon corps, j'ai sorti le document suivant de la boîte. C'était officiel. Du papier à en-tête d'un notaire parisien. Des sceaux en relief, des signatures authentiques, datées de 15 ans plus tôt. Un transfert irrévocable d'actions à un trust familial. Bénéficiaire, Ralph Mendes. Mon nom. Là, noir sur blanc, dans des documents légaux avec des pourcentages, des valeurs. L'entreprise était estimée, selon le testament, à 8 millions d'euros. 60% de cette somme, mon cerveau avait du mal à faire le calcul, représentait 4 800 000 euros. Près de 5 millions d'euros d'actions sous mon contrôle. Je n'ai pas arrêté. J'ai continué à extraire des documents, des certificats d'action, des extraits du registre du commerce, des copies de tout, méticuleusement organisées, et d'autres lettres de Graciella. Je sais que Véronique et Karine t'ont toujours méprisé, Ralph. Elles te considéraient comme inférieur parce que tu n'avais pas de nom de famille prestigieux. Pas d'argent de famille, mais j'ai vu ce qu'elles n'ont jamais pu voir. J'ai vu un homme qui aimait ma fille sincèrement. Un homme prêt à sacrifier tout ce qu'il avait pour prendre soin d'une vieille femme malade qui n'était même pas sa mère. J'ai vu la décence, j'ai vu l'honneur, des qualités que mes propres filles n'ont jamais possédées. C'est pourquoi j'ai fait cela, non par charité, mais par justice. Une autre lettre expliquait les détails techniques. Maurice, l'avocat, savait tout. C'était lui qui avait structuré le trust selon les instructions de Graciella. Le testament public n'était qu'un leurre, une mise en scène élaborée. Véronique avait hérité de l'entreprise, oui, mais sans aucun pouvoir réel.
Elle ne pouvait prendre aucune décision importante sans mon approbation. Elle ne pouvait ni vendre, ni fusionner, ni licencier les directeurs généraux clés. Elle avait besoin de ma signature pour tout, et elle ne le savait pas encore. Le trust s'activait automatiquement 30 jours après la mort de Graciela. Maurice avait pour instruction de notifier toutes les parties à ce moment-là, mais je pouvais le réclamer plus tôt si je présentais ces documents. 30 jours. Mais près de 2 mois s'étaient écoulés depuis la mort de Graciela. Le trust était déjà actif. J'étais légalement l'actionnaire majoritaire et je n'en savais rien. Je continuais à fouiller dans la boîte. Il y avait une épaisse enveloppe marquée « Preuve ». Je l'ai ouverte. Elle contenait des copies de courriels, des transcriptions de conversations, des documents qui montraient que Véronique et Karine avaient tenté, des années auparavant, de faire déclarer Graciela mentalement incapable afin de prendre le contrôle de sa fortune. Elles avaient engagé des avocats, cherché des médecins prêts à signer de fausses évaluations. Graciela l'avait découvert et avait conservé chaque pièce à conviction. S'il tente de contester le trust devant les tribunaux, disait une autre lettre, utilise ceci. Cela les détruira. Je suis resté assis dans cette voiture, entouré de documents qui valaient des millions d'euros, incapable de traiter la moindre information. Mon cerveau s'était éteint, submergé. Ce n'était pas réel. C'était trop parfait, trop opportun. Cela devait être une erreur. J'ai vérifié chaque document encore une fois. Les sceaux étaient authentiques, les signatures véridiques, les chiffres concordaient. C'était réel, absolument réel. Moi, Ralph, sans abri, sans le sou, mourant de faim dans une vieille voiture, j'étais le propriétaire majoritaire d'une entreprise de 8 millions d'euros. L'ironie était si brutale que j'ai failli éclater de rire. Presque. Mais alors, la peur est arrivée, froide et insidieuse. La peur, froide et insidieuse, s'était muée en une angoisse lancinante. Et si Véronique avait déjà détruit l'entreprise? Et si elle avait vendu les actifs les plus précieux, vidant l'entreprise familiale de sa substance? Et si ces documents, qui promettaient une fortune, n'étaient plus que des reliques sans valeur? Mon téléphone, mort depuis des jours, pesait comme une pierre dans ma poche. Je devais le recharger. Je devais enquêter. Je devais... quoi? Appeler Maurice. Oui, c'était ça. Je devais appeler Maurice. Mais il était 11 heures du soir et ma ligne était coupée. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, les yeux rivés sur chaque document, mémorisant chaque détail, cherchant désespérément à me convaincre que ce n'était pas une hallucination provoquée par la faim et le désespoir. Le vide dans mon estomac était un rappel constant de ma misère actuelle, un contraste brutal avec les millions d'euros que je possédais désormais. À l'aube, alors que les premières lueurs grises de Paris perçaient à travers les vitres embuées de ma vieille voiture, j'ai conduit jusqu'à la bibliothèque municipale. L'odeur des vieux livres et le silence feutré m'ont enveloppé comme un baume. J'ai trouvé un terminal libre et me suis connecté au Wi-Fi public, mes doigts tremblant légèrement. J'ai tapé le nom de l'entreprise. Dieu merci, elle était toujours en activité, toujours prospère. Véronique avait bien pris la relève en tant que directrice générale, selon les articles récents des médias économiques. J'ai parcouru des interviews, son sourire confiant, ses déclarations ambitieuses sur l'héritage de sa mère et ses plans d'expansion. Chaque mot me soulevait le cœur, une amertume grandissante. Je l'imaginais savourer sa victoire, tandis que moi, l'héritier légitime, je fouillais les poubelles. J'ai trouvé le numéro du cabinet Moreau et Associés et l'ai griffonné sur un vieux reçu. J'ai approché un employé de la bibliothèque, inventant une urgence familiale, ma voix rauque d'émotion. L'employé, compatissant, m'a prêté un téléphone. Mon cœur battait la chamade en composant le numéro. La secrétaire a répondu, sa voix nette et professionnelle. J'ai besoin de parler à Maurice. C'est urgent. C'est Ralph. Une brève pause. Un silence qui m'a semblé une éternité. Ralph, un instant s'il vous plaît. 30 secondes plus tard, la voix de Maurice, empreinte d'un soulagement palpable, a rempli mon oreille. Ralph, Dieu merci, j'attendais votre appel. J'ai dégluti, la gorge sèche. J'ai ouvert la boîte. Ah, il était temps, a murmuré Maurice, un ton indéfinissable dans sa voix. Vous avez tout lu, tout ce que cela signifie? Je crois que oui, ai-je répondu,
ma voix à peine un murmure. Mais j'ai besoin que vous me le confirmiez. J'ai besoin de savoir si c'est réel. Maurice a poussé un long soupir là. C'est absolument réel, Ralph. Vous êtes l'actionnaire majoritaire d'Industrie Mendes. Le trust a été activé il y a 4 semaines. J'ai l'obligation légale de vous notifier et de traiter votre réclamation formelle. Où êtes-vous? Je lui ai donné l'adresse de la bibliothèque. Je serai là dans 1 heure. Maurice a poursuivi, sa voix devenant plus grave. Ralph, vous devez savoir autre chose. Véronique a pris des décisions importantes sans aucune autorisation légale. Elle a signé des contrats, elle a déplacé des fonds. Tout cela est nul et non avenu sans votre approbation en tant qu'actionnaire majoritaire. Quand nous présenterons la documentation du trust, il y aura des conséquences. Un frisson m'a parcouru l'échine. Quel genre de conséquences? Légales, financières, publiques, a énuméré Maurice, chaque mot un coup de marteau. Cela va être compliqué. Elle se battra. Karine aussi. Elles vont prétendre que le trust est une fraude, que Graciela était sénile, que vous avez manipulé une femme âgée. J'ai des preuves pour réfuter tout cela, mais préparez-vous à une guerre. Le mot a plané dans l'air, lourd et menaçant. J'ai raccroché, le combiné me semblant étrangement léger. J'avais 1 heure. 1 heure pour assimiler le bouleversement sismique qui venait de se produire dans ma vie. Je me suis dirigé vers les toilettes de la bibliothèque et j'ai éclaboussé mon visage d'eau froide. Je me suis regardé dans le miroir. J'avais toujours l'air d'un sans-abri. Barbe négligée, vêtements sales, yeux rougis par le manque de sommeil. Mais maintenant, j'étais un sans-abri qui contrôlait des millions d'euros. L'absurdité de la situation m'a frappé avec une telle force que, cette fois, j'ai éclaté de rire. J'ai ri comme un fou, un son rauque et guttural qui a résonné dans la pièce stérile, seul avec ma fortune nouvelle et déroutante, jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte, demandant si j'allais bien. Maurice est arrivé ponctuellement, dans une élégante voiture noire qui brillait sous le soleil matinal. Il m'a aperçu, attendant sur les marches de la bibliothèque, une silhouette dépenaillée au milieu de l'agitation urbaine. L'expression de Maurice est restée impassible, ne trahissant aucune surprise face à mon apparence délabrée, aucune pitié. Seulement un professionnalisme pur et inébranlable. « Ralph, montez! Nous parlerons à mon cabinet. » Le trajet à travers les rues de Paris s'est déroulé en silence, à l'exception du léger ronronnement du moteur. Je regardais par la fenêtre, la ville un flou de vue familière, mais soudainement étrangère. Je n'arrivais toujours pas à croire que c'était réel. À chaque feu rouge, à chaque virage, je me demandais si j'allais me réveiller dans ma vieille voiture, découvrant que tout n'avait été qu'un rêve cruel et élaboré. Mais je ne me suis pas réveillé. Nous sommes arrivés à son immeuble, une tour élégante de verre et d'acier. Nous sommes montés au 12e étage. Le cabinet de Maurice offrait une vue imprenable sur Paris. Le même bureau où, quelques semaines auparavant, j'avais subi une humiliation si profonde, où Véronique et Karine s'étaient ouvertement moquées de ma détresse. Maurice a fermé la porte, le clic résonnant dans le silence soudain, et m'a désigné une chaise confortable. Il a sorti un épais dossier de son bureau, son contenu lourd de sous-entendus. « D'abord, je tiens à m'excuser », a commencé Maurice, sa voix basse et sincère. « J'aurais dû vous contacter plus tôt. J'aurais dû tout vous expliquer le jour de la lecture du testament. Mais Graciela avait été très précise dans ses instructions. Elle voulait que vous viviez l'humiliation d'abord. Elle voulait que vous touchiez le fond. Elle disait que ce n'est qu'ainsi que vous comprendriez vraiment ce à quoi vous êtes confronté. Contre qui vous êtes confronté. Je me suis penché en avant, un nœud de colère et de confusion se serrant dans ma poitrine. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Maurice a ouvert le dossier, révélant une pile de documents. Parce que Graciela vous mettait à l'épreuve une dernière fois. Elle voulait s'assurer que vous n'utiliseriez pas ce pouvoir par vengeance. Elle voulait que vous ressentiez le désespoir absolu et que, malgré tout, vous conserviez votre humanité. Ma voix a tremblé, brute du souvenir de mes récentes souffrances. J'ai failli mourir de faim. J'ai vécu dans ma voiture. J'ai tout perdu. Maurice a hoché la tête lentement, son regard rempli d'un regret sincère, bien que tardif. Je sais, et je le regrette profondément. Mais les instructions de Graciela étaient hommes clairs.
Je ne devais pas intervenir tant que vous n'auriez pas ouvert la boîte et que vous ne m'auriez pas contacté. Elle avait confiance que vous le feriez au bon moment. Et vous l'avez fait. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Alors, quelle est la prochaine étape maintenant? Maintenant, a expliqué Maurice, son ton redevenant résolument professionnel, nous allons présenter la documentation du Trust au conseil d'administration d'Industrie Mendes. Nous notifierons officiellement Véronique que vous êtes l'actionnaire majoritaire et nous entamerons le processus de restructuration du pouvoir. Il a détaillé les aspects techniques, ces mots un torrent de jargon juridique que j'avais du mal à saisir pleinement, mais dont les implications étaient claires. Le trust était irrévocable et incontestable. Il avait été enregistré 15 ans auparavant, bien avant tout signe concevable de détérioration mentale chez Graciela. Cette prévoyance, cette planification méticuleuse était un témoignage de la volonté formidable de Graciela et de sa foi inébranlable en moi. 3 notaires indépendants avaient certifié sa capacité mentale au moment de la signature. Des évaluations médicales de cette époque venaient étayer sa lucidité complète, attestant d'une clarté d'esprit inébranlable. C'était une forteresse légale, bâtie avec une prévoyance qui me laissait pantois. Véronique va se battre, a poursuivi Maurice, son regard se faisant plus grave. Elle va engager des avocats coûteux, des requins du barreau connus pour leur agressivité. Elle tentera de prouver que le trust est invalide, qu'il s'agit d'une machination. Elle ira jusqu'à affirmer que vous avez manipulé Graciela durant sa maladie, profitant de sa vulnérabilité. Une vague d'appréhension m'a traversé, mais Maurice a levé une main rassurante. Mais nous avons les preuves datées. Nous avons des éléments irréfutables que tout cela a été mis en place à une époque où vous connaissiez à peine la famille, où vous n'aviez aucun motif caché. Et puis, il y a les preuves concernant Véronique et Karine, leur tentative de faire déclarer Graciela incapable. Maurice a esquissé un léger sourire, teinté d'une satisfaction froide. C'est notre arme nucléaire. Si elle décide d'escalader la bataille légale, nous présenterons ces documents. Nous démontrerons qu'elles ont tenté un véritable coup d'État contre leur propre mère. N'importe quel juge les anéantirait, n'importe quel jury les haïrait. Elles le savent. Quand elles apprendront que nous détenons cette information, elles reculeront. J'ai sorti les documents de la boîte que j'avais apportés avec moi, le poids du carton entre mes mains, me rappelant la charge de cette nouvelle réalité. Combien de temps tout cela va-t-il prendre? Si elles coopèrent, 2 semaines, a répondu Maurice avec pragmatisme. Si elles se battent, des mois. Mais pendant le processus, vous aurez déjà un pouvoir de veto. Rien ne pourra être fait sans votre signature. Véronique sera légalement paralysée dès l'instant où nous présenterons ces documents. Cet après-midi-là, Maurice a convoqué une réunion d'urgence avec le conseil d'administration d'Industrie Mendes. J'ai pu prendre une douche dans son cabinet, utilisant la salle de bain privée. Il m'a prêté des vêtements propres, tirés d'une armoire qu'il gardait pour les urgences. Un costume qui me seyait un peu grand, mais qui était au moins présentable. Je me suis rasé avec un rasoir jetable, le geste précis et presque rituel, comme si je me débarrassais des dernières traces de mon ancienne vie. Quand je me suis vu dans le miroir, j'ai failli ne pas me reconnaître. J'étais encore émacié, des cernes profonds marquant mes yeux. Mais au moins, je ressemblais de nouveau à un être humain. L'odeur du savon, la sensation du tissu propre sur ma peau, tout cela était un luxe inouï après des semaines d'errance. « Prêt ?» a dit Maurice, son regard perçant me fixant. « Rappelez-vous, vous êtes l'actionnaire majoritaire. Agissez comme tel. » La réunion se tenait au siège de l'entreprise, un bâtiment corporatif impressionnant que Graciela avait bâti de toutes pièces des décennies auparavant. Ses façades de verre et d'acier reflétaient le ciel de Paris, un symbole de puissance et de réussite. Nous sommes entrés dans la salle de réunion. 5 membres du conseil étaient déjà assis, leur visage affichant une curiosité mêlée d'une certaine tension. Et au bout de la longue table en acajou, Véronique était là, drapée dans un tailleur gris perle impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, son maquillage sans défaut. Elle m'a vu entrer, et son expression est passée de la confusion la plus totale à un mépris glacial en une fraction de seconde. « Que fait-il ici, Maurice ?» a-t-elle lancé, sa voix tranchante comme une lame.
C'est une réunion privée du conseil. Maurice a posé sa mallette sur la table avec un bruit sec qui a résonné dans le silence. Ralph est ici parce qu'il est l'actionnaire majoritaire de cette entreprise. Il a le droit légal d'être présent à toutes les réunions. Le silence qui a suivi était absolu, lourd de non-dits et de chocs. Véronique a froncé les sourcils, l'incrédulité peinte sur son visage. « Pardon? De quoi parlez-vous » Maurice a ouvert sa mallette et a commencé à distribuer des documents, le léger froissement du papier brisant la tension. Il y a 15 ans, Graciela a établi un trust irrévocable, transférant 60% des actions d'Industrie Mendez à Ralph Mendez. Le trust s'est activé automatiquement 30 jours après son décès. Voici les documents certifiés, les signatures notariales, les registres commerciaux. Tout est en ordre. Les membres du conseil ont pris les documents, leur regard allant de Maurice à moi, puis à Véronique, avant de se plonger dans la lecture. Véronique s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. « C'est ridicule, c'est une fraude. Ma mère était sénile. Tout ce qu'elle a signé dans ces dernières années n'est pas valide. » « Le trust a été signé il y a 15 ans, a répondu Maurice calmement, sa voix contrastant avec la fureur de Véronique. Quand votre mère avait 62 ans, en parfait état mental. Nous avons 3 évaluations médicales indépendantes de cette époque, le confirmant. Nous avons également les déclarations des notaires qui ont certifié sa capacité. C'est entièrement légal et contraignant. Véronique m'a regardé avec une haine qui aurait pu me brûler vif. Toi, tu as fait ça. Tu l'as manipulé. Tu as profité de sa vulnérabilité après la mort de Célia. Je me suis levé lentement, sentant une force nouvelle m'habiter. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'avais espéré, résonnant avec une dignité retrouvée. Quand Graciela a signé ce trust, je n'étais marié à Célia que depuis 3 ans. Je construisais ma carrière d'architecte. Je n'avais aucun intérêt dans son argent, et je ne savais même pas que ce trust existait avant il y a 2 jours. L'un des membres du conseil, un homme âgé du nom de Monsieur Ortega, a pris la parole, son ton empreint de prudence. « Pouvez-vous vérifier cela, Maurice » ? « Absolument, » a affirmé Maurice, son assurance inébranlable. « J'ai toute la documentation. Vous pouvez engager vos propres avocats pour l'examiner. Je peux vous garantir que vous ne trouverez aucune irrégularité. » Véronique a frappé la table des 2 mains, un geste désespéré. « Je ne permettrai pas cela. Je me battrai jusqu'au bout. J'engagerai les meilleurs avocats du pays. » Maurice l'a regardé droit dans les yeux, son expression implacable. « Vous pouvez le faire, Véronique, mais avant de prendre cette décision, il y a autre chose que vous devez savoir. » Il a sorti une autre chemise de sa mallette. « Nous avons également une documentation complète de vos tentatives, avec Karine, de faire déclarer Graciela mentalement incapable il y a 8 ans. Des tentatives qui incluaient des pots de vin à des médecins et la falsification d'évaluations psychiatriques. » La couleur a disparu du visage de Véronique, la laissant livide. « C'est vrai, » a complété Maurice sans la moindre hésitation. « Oui, ça l'est. Et si cela va devant les tribunaux, cela deviendra public. Imaginez les gros titres. Les héritières ont tenté de voler la fortune de leur mère malade. Votre réputation serait détruite. Votre position sociale ruinée. Les portes qui vous sont maintenant ouvertes se fermeraient à jamais. » Véronique s'est effondrée sur sa chaise, le souffle coupé, son monde s'écroulant autour d'elle. Sa façade de contrôle s'effritait, révélant une fureur contenue. « Que voulez-vous, Ralph » Ce n'était pas une question, mais plutôt une capitulation déguisée, un murmure d'épuisement. Je me suis rassis, le dos droit, sentant le poids de l'instant. « Je veux ce qui me revient de droit », ai-je affirmé, ma voix étonnamment calme malgré le tumulte intérieur. « Je veux le contrôle des décisions de cette entreprise. Je veux que la volonté de Graciela soit respectée. » Maurice, à mes côtés, a ajouté avec une autorité tranquille « Et nous voulons votre démission de votre poste de directrice générale. Vous pouvez conserver vos 40% d'actions. Vous recevrez des dividendes, bien sûr, mais vous n'aurez aucun pouvoir opérationnel. » Véronique tremblait de rage, ses poings serrés sur la table polie. « Vous allez me détruire après tout ce que… » Elle n'a pas pu finir sa phrase. « Après tout ce que… » l'ai-je interrompu, mon regard ancré dans le sien. « Après 12 ans sans jamais apparaître ?
Après vous être moqué de moi lors de la lecture du testament? Après m'avoir donné 2 semaines pour quitter la maison où j'ai pris soin de votre mère? Non, Véronique, je ne vous détruis pas. Je prends ce qui me revient et je suis bien plus généreux que vous ne l'avez été avec moi. Monsieur Ortega, un membre du conseil d'administration au visage grave, est intervenu, brisant le silence tendu. Je propose que nous votions. Si Ralph détient effectivement 60%, son vote est suffisant pour toute décision. Maurice a hoché la tête, confirmant. C'est exact. Ralph, en tant qu'actionnaire majoritaire, vous avez le droit de restructurer la direction exécutive. J'ai posé mon regard sur Véronique. Une part de moi, celle qui avait enduré tant d'humiliations et de privations, voulait la détruire complètement, tout faire s'écrouler autour d'elle. Mais les mots de Graciella, écrits dans l'une de ses dernières lettres, ont résonné dans mon esprit. N'utilise pas ce pouvoir pour la vengeance. Utilise-le pour la justice. Véronique peut rester au conseil d'administration en tant que représentante de ses actions, ai-je finalement déclaré, ma voix ferme. Mais elle démissionne de son poste de directrice générale. J'assume le contrôle opérationnel jusqu'à ce que je désigne une personne dûment qualifiée pour diriger l'entreprise. Véronique n'a pas répondu, son visage figé dans un mélange de haine et d'incrédulité. Maurice a rapidement préparé les documents de transfert de pouvoir. Les membres du conseil ont signé en tant que témoins, leurs stylos crissant sur le papier, scellant mon nouveau destin. Tout se déroulait si vite que mon cerveau peinait à suivre le rythme. Il y a à peine 48 heures, je dormais dans ma voiture, mourant de faim. Maintenant, j'étais assis dans une salle de réunion, contrôlant une entreprise évaluée à 8 millions d'euros. La vie m'avait fait subir un virage si violent que j'en avais le vertige, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Lorsque la réunion s'est achevée, Véronique est partie sans un mot, ses talons claquant avec fureur sur le marbre du couloir, le son s'éloignant progressivement. Monsieur Ortega s'est approché de moi, un sourire discret aux lèvres. Monsieur Ralph, soyez le bienvenu. Je connais l'histoire de ce que Graciella a fait. Tous les membres de ce conseil la connaissent. Elle nous a souvent parlé de vous avant de tomber malade. Elle disait que vous étiez le seul homme vraiment décent de la famille. Maintenant, je comprends pourquoi elle vous a laissé cela. Les autres membres se sont également présentés, leurs salutations empreintes de respect et de professionnalisme. Ils m'ont expliqué l'état actuel de l'entreprise, les opérations en cours, les contrats importants, les défis à relever. Ma tête tournait, essayant d'absorber toutes ces informations complexes. Maurice est intervenu, percevant mon accablement. Messieurs, Ralph a besoin de temps pour digérer tout cela. Je propose que nous programmions une réunion formelle la semaine prochaine pour tout examiner en détail. J'ai ressenti une immense gratitude pour son intervention. La salle semblait encore plus vaste une fois que les autres étaient repartis. Quand tout le monde fut parti, je me suis retrouvé seul avec Maurice dans cette immense salle, le silence pesant après l'agitation. Maintenant quoi? Ma voix sonnait petite, presque perdue dans l'espace vide. Maurice m'a regardé avec un sourire bienveillant. Maintenant, vous avez besoin d'un endroit où vivre, d'argent liquide, de vêtements, d'une vie. Il m'a conduit à une banque. En tant qu'actionnaire majoritaire, j'avais accès à des lignes de crédit d'entreprise. Je pouvais également recevoir une avance sur dividende. Le directeur de la banque, après avoir examiné toute la documentation avec une efficacité impressionnante, a approuvé un virement immédiat de 50 000 euros sur un nouveau compte à mon nom. 50 000 euros. Il y a 2 jours, j'avais zéro, littéralement zéro. Le directeur m'a remis une carte de débit temporaire, m'assurant que les fonds seraient disponibles dans l'heure. Nous sommes sortis de la banque. Le soleil était encore haut dans le ciel de Paris. Il n'était que 3 heures de l'après-midi, mais j'avais l'impression que des semaines entières s'étaient écoulées depuis le matin. Allons vous acheter des vêtements décents et vous trouver un hôtel, a proposé Maurice. Ensuite, nous pourrons discuter des options de logement permanent. Nous nous sommes dirigés vers un grand magasin. Maurice m'a aidé à choisir 3 costumes, des chemises, des chaussures et des vêtements décontractés. Le vendeur nous a servi avec ce sourire professionnel que l'on vous offre lorsque l'on sait que vous allez dépenser. Quand est venu le moment de payer, j'ai sorti ma nouvelle carte. Elle a fonctionné. 300 euros de vêtements. Je n'ai même pas scié. Il y a une semaine,
300 € auraient représenté une fortune impossible à imaginer. Maintenant, ce n'était que le début. Maurice a réservé une suite dans un hôtel de luxe. Restez ici le temps de décider quoi faire. Tout est à la charge de l'entreprise. Il m'a laissé dans le hall avec une tape sur l'épaule. Reposez-vous, Ralph. Demain, nous commencerons le vrai travail. Je suis monté dans la chambre. Elle était immense. Un lit king size, une salle de bain avec baignoire, une vue imprenable sur la ville. Je suis resté debout au milieu de la pièce, ne sachant pas quoi faire de tout cet espace, de tout ce luxe. La première chose que j'ai décidé a été de prendre un bain. J'ai rempli la baignoire d'eau chaude, la vapeur montant en volutes apaisantes. Je m'y suis enfoncé, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. L'eau chaude a dissous la tension accumulée dans mes muscles, emportant avec elle une partie de la fatigue et de l'angoisse. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Célia. Si seulement elle pouvait me voir maintenant. Si seulement elle savait que sa mère avait fait cela pour moi, que mon sacrifice n'avait pas été vain. Une larme solitaire a roulé sur ma joue, se mêlant à l'eau du bain, une larme de soulagement et de tristesse mêlée. Les larmes revinrent, mais celles-ci étaient différentes. Elles n'étaient pas de désespoir, mais de soulagement, de gratitude, d'une justice enfin rendue. Le poids des mois, des années d'humiliation et de sacrifice semblait se dissoudre avec chaque goutte salée qui roulait sur mes joues. C'était une libération, une reconnaissance silencieuse de tout ce que j'avais enduré. Après ce bain purificateur, j'ai commandé un service en chambre, un hamburger, des frites, une salade fraîche et un dessert gourmand. Quand le plateau est arrivé, l'odeur alléchante a fait rugir mon estomac, mais je me suis forcé à manger lentement. J'avais lu qu'ingérer trop vite après une période de privation pouvait rendre malade, et je ne voulais pas gâcher ce moment de victoire par imprudence. Chaque bouchée était une explosion de saveur, un goût de gloire, de vie retrouvée. C'était plus qu'un simple repas. C'était un rituel, une célébration intime de ma survie. Une fois le repas terminé, je me suis glissé dans cet immense lit. Les draps étaient d'une douceur incroyable, immaculés, et dégageaient un subtil parfum de lavande. Je me suis endormi en quelques secondes, plongeant dans un sommeil profond et réparateur. J'ai dormi 12 heures d'affilée, sans le moindre réveil, sans l'ombre d'une anxiété pour troubler ma quiétude. Ce fut le meilleur sommeil de ma vie, un repos absolu que je n'avais pas connu depuis des années. Le lendemain matin, Maurice m'a appelé de bonne heure. Sa voix, habituellement posée, trahissait une pointe d'urgence. « Ralph, nous avons un problème. Karine vient de déposer une plainte pour fraude. Elle prétend que vous avez manipulé Graciela, que le trust est invalide, que vous ne méritez rien. » Je n'ai pas été surpris. C'était exactement le genre de coup bas auquel je m'attendais de sa part. « Que faisons-nous » ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Nous répondons avec la preuve de leur tentative de coup d'État. Nous allons détruire son dossier avant même qu'il n'arrive au tribunal, mais j'ai besoin que vous veniez à mon cabinet. Nous devons préparer votre déclaration. » Je me suis habillé avec l'un de mes nouveaux costumes. Devant le miroir, je me suis observé. Ce n'était plus le même homme. Le tissu impeccable, la coupe ajustée, tout contribuait à une image de confiance et de dignité. Je ressemblais à quelqu'un qui comptait, à quelqu'un qui avait le droit d'être là. J'ai commandé un taxi pour me rendre au cabinet d'avocat de Maurice. Fini les longues marches, fini les bus bondés, fini l'humiliation. Chaque kilomètre parcouru dans le confort de la voiture était une petite victoire, un pas de plus vers la reconnaissance de ma valeur. Au cabinet, Maurice avait tout préparé. Des dossiers s'empilaient sur son grand bureau en bois sombre. Karine a engagé un grand cabinet d'avocats, a-t-il expliqué, son regard perçant. Ils vont essayer de vous intimider avec leurs ressources, mais nous avons la vérité et les preuves. C'est bien plus puissant. Nous avons passé 3 heures intenses à préparer ma déclaration. Chaque détail des 12 années passées à prendre soin de Graciela a été minutieusement consigné. Chaque sacrifice, chaque moment d'abandon de la part de Véronique et Karine, chaque insulte voilée, chaque appel ignoré. Je me suis souvenu des nuits sans sommeil, des repas préparés avec amour et souvent rejetés, des conversations solitaires avec une femme dont la mémoire s'effilochait. La colère montait en moi, mais elle était froide, contrôlée,
alimenté par la certitude de mon bon droit. Quand nous avons eu terminé, Maurice semblait satisfait. Avec ça, plus la preuve de leur tentative de la faire déclarer incapable, Karine n'a aucune chance. Son avocat le lui a probablement déjà dit. Ce n'est que du théâtre. Ils attendent que vous leur proposiez un accord. Un accord. L'idée m'a traversé l'esprit. Oui, ils voulaient probablement que je leur donne de l'argent pour qu'ils disparaissent, que j'achète leur silence et leur part. J'y ai réfléchi un instant. Je pouvais le faire. Je pouvais leur verser quelques millions d'euros et me débarrasser d'elles pour toujours, acheter ma paix. Mais quelque chose me retenait. Une voix intérieure, celle de Graciela, semblait me murmurer à l'oreille. Non, je ne leur donnerai pas un centime de plus que ce qui leur revenait légalement. Graciela voulait qu'elles apprennent une leçon, et j'allais m'assurer qu'elles la retiennent. Maurice a souri, un sourire entendu. Je m'attendais à ce que vous disiez ça. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Karine. Sa voix sonnait différemment, moins hautaine, plus désespérée. « Ralph, nous devons parler. »« Je n'ai rien à te dire, Karine. »« S'il te plaît, écoute-moi juste 5 minutes. Nous pouvons résoudre ça en famille. »« En famille. » Le mot m'a fait rire intérieurement, une ironie amère. « Tu as 3 minutes. » Elle a pris une profonde inspiration. « Écoute, je sais que les choses ont dégénéré. Je sais que Véronique et moi n'avons pas été les meilleures filles pendant la maladie de maman. Mais c'est trop. Tu ne peux pas tout nous prendre. »« Je ne vous prends rien, » ai-je rétorqué, ma voix calme mais ferme. « Je prends ce que Graciela m'a légalement laissé. »« Mais ce n'est pas juste. Nous sommes ses filles. Tu n'es que... Tu étais le mari de Célia. Et vous êtes les filles qui l'ont abandonnée, qui n'ont jamais répondu à ses appels, qui n'ont jamais envoyé d'argent, qui se sont moquées de moi quand j'ai reçu une boîte en bois. Parle-moi de justice, Karine, s'il te plaît. » Un silence s'est installé. J'ai entendu un sanglot étouffé. « Nous te donnerons 2 millions d'euros chacune. 4 millions au total. Retire le trust. Divise l'héritage équitablement. Tout le monde y gagne. » J'ai ri. J'ai vraiment ri, un rire qui venait du fond de mes tripes, un mélange de soulagement et de triomphe. Non. 3 millions? Non. Combien veux-tu? Rien. Je ne veux pas de ton argent, Karine. Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Vous avez choisi d'abandonner votre mère. Elle a choisi de me récompenser. C'est ainsi que ça fonctionne. S'il te plaît, Ralph, j'ai des dettes. Mon mari a cessé de me donner de l'argent. Je pensais que l'héritage était là. La vérité, c'est que j'avais compté sur ces millions. Je les avais dépensés avant même de les avoir. Tu aurais dû y penser avant de te moquer de moi, avant de m'offrir 500 euros comme aumône. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient légèrement. Une partie de moi ressentait une pointe de culpabilité, mais une partie plus grande, une partie qui avait été écrasée pendant 12 ans et nourrie d'humiliation et d'abandon, ressentait une pure satisfaction. Maurice m'a regardé, un sourire approbateur sur les lèvres. Oui, très bien. Cette nuit-là, allongé dans ma suite d'hôtel, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Il y a une semaine, je voulais mourir. J'avais littéralement envisagé d'abandonner, de laisser la faim m'emporter. Maintenant, j'avais du pouvoir, j'avais de l'argent, j'avais le contrôle. Mais le plus important, j'avais une justification. Graciela m'avait vu, m'avait valorisé quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle m'avait donné cela, non par pitié, mais parce que je le méritais. Cela valait plus que tous les millions du monde. C'était ce que Véronique et Karine ne comprendraient jamais. L'argent n'était pas la récompense ultime. La reconnaissance l'était. Savoir que quelqu'un vous avait vraiment vu, vous avez apprécié, vous avez considéré digne. Cela, c'était inestimable. Le lendemain, Maurice m'a appelé avec des nouvelles. Karine a retiré sa plainte. Son avocat lui a conseillé que c'était sans espoir. Véronique ne va pas se battre non plus. Un sentiment de paix, profond et durable, s'est installé en moi. La bataille était terminée. La justice avait prévalu. Elles ont toutes deux accepté les termes. Elles conserveraient leurs actions minoritaires, recevraient des dividendes, mais sans aucune voix dans les décisions opérationnelles.
C'était la fin. Elles s'étaient rendues. Quand elles ont vu l'évidence de leur tentative de coup de force, elles ont su que se battre serait un suicide légal et social, ruinant leur réputation et leur avenir. Elles ont pris la sortie la moins dommageable, une victoire complète et incontestable pour moi. Pourtant, je ne ressentais pas d'euphorie, plutôt un sentiment plus complexe, un mélange de soulagement et de tristesse, de justice enfin rendue et d'un vide inattendu. J'avais gagné, oui, mais qu'avais-je réellement gagné? De l'argent que je ne désirais pas, surtout depuis que Célia n'était plus là pour le partager. Un pouvoir sur une entreprise qui ne m'avait jamais intéressé, dont les rouages m'étaient étrangers, et le contrôle sur des personnes qui me méprisaient ouvertement. Cette victoire avait un goût amer, celui d'une revanche qui ne comblait pas toutes les blessures. Je me suis assis sur la terrasse de ma suite d'hôtel, le regard perdu dans l'immensité de Paris qui s'étendait sous le ciel nocturne. Les lumières de la ville scintillaient, une myriade d'étoiles tombaient sur la terre. Mes pensées sont revenues à Graciella, à ses derniers jours, à la façon dont elle me regardait. Ses yeux, autrefois si vifs, étaient alors voilés par la maladie, incapables de former des mots. Mais ils parlaient avec une éloquence déchirante. Elle savait que cela arriverait. Elle avait orchestré chaque détail de cette succession. Et, à ma grande consternation, même ma propre souffrance, mes semaines d'errance et de dénuement, avaient en fait partie intégrante de son plan. Cette pensée, que ma détresse avait été un instrument dans sa stratégie, me dérangeait profondément. N'aurait-il pas été plus simple que Maurice me contacte plus tôt, m'épargnant des semaines d'angoisse et de désespoir? Mais une autre voix, celle de la sagesse acquise à la dure, reconnaissait que Graciella avait vu juste. Elle avait compris que je devais toucher le fond, expérimenter l'abîme de la perte et de l'abandon, pour saisir la véritable valeur de ce qu'elle me léguait. Si j'avais hérité de tout cela immédiatement après sa mort, j'aurais probablement considéré cette fortune comme une simple compensation, une juste rétribution pour mes années de sacrifice. Mais l'avoir tout perdu d'abord, avoir ressenti le froid mordant de l'isolement, le poids écrasant du désespoir total, puis recevoir cette reconnaissance, cela lui conférait une dimension autre, irremplaçable. Mais une autre part de moi, celle que Célia avait tant aimée, celle que Graciella avait eu confiance de préserver, ressentait quelque chose d'approchant de la compassion. C'était une sensation étrange, une dissonance après tant de colère et de ressentiment, mais elle était là, tenace. Finalement, je brisai le silence qui s'était installé, l'air lourd de non-dits et de regrets. « Merci de me dire cela, Véronique, » commençai-je, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru. « Mais je n'ai pas besoin de tes excuses pour avancer, je l'ai déjà fait. » Véronique hocha la tête, ses yeux fuyant les miens pour se poser sur le tapis moelleux de la suite d'hôtel. « Je sais, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « J'avais juste besoin de le dire. Pour moi. » Elle se leva, ses mouvements trahissant une fatigue profonde, une lassitude qui n'était pas seulement physique. « Prends soin de toi, Ralph, et merci de ne pas nous avoir complètement détruites quand tu en avais le pouvoir. » Elle se détourna et s'éloigna vers la sortie. Je la regardai partir, ses épaules voûtées, son pas moins assuré qu'à son arrivée. Elle semblait plus petite, plus fragile, comme si le poids de ses propres aveux l'avait alourdie. Je ne ressentis aucune victoire, aucune satisfaction mesquine. Seulement le poids écrasant du temps perdu, des relations qui auraient pu être différentes, d'une famille qui n'avait jamais fonctionné comme elle aurait dû. Les échos de nos disputes passées, des silences pesants, des attentes déçues résonnaient dans le vide qu'elle laissait derrière elle. C'était un sentiment doux amer, la fin d'un chapitre douloureux, mais sans la catharsis espérée. Je terminai mon café, le liquide tiède glissant dans ma gorge, et sortis de l'hôtel. Le soleil brillait dehors, inondant les rues de Paris d'une lumière éclatante. C'était une journée magnifique, d'un contraste saisissant avec la grisaille de mes pensées. Je marchais sans but pendant 1 heure, laissant mes pas me guider à travers les boulevards animés, le long des quais de la Seine, observant la vie qui fourmillait autour de moi. Finalement, j'arrivai à un parc, un havre de verdure au cœur de la ville. Je m'assis sur un banc, à l'ombre d'un vieux marronnier, et observai les gens, des familles avec des enfants rieurs, des couples se tenant la main,
des personnes âgées nourrissant les pigeons avec des miettes de pain. Une vie normale, simple, une vie que je n'avais jamais vraiment eue, accaparée par les responsabilités, le deuil, puis le désespoir. Le spectacle de cette banalité heureuse me frappa d'une nouvelle clarté. Mon propre parcours, si singulier et si douloureux, avait pourtant une résonance universelle. Il y avait d'autres personnes, des milliers, des millions, qui sacrifiaient leur propre existence pour prendre soin d'un être cher. C'est à ce moment-là que l'idée, une graine plantée par Graciela elle-même, commença à germer et à prendre forme. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Maurice. Il y eut une brève pause avant qu'il ne réponde. Sa voix professionnelle mais empreinte d'une pointe d'inquiétude. « Ralph, tout va bien ?»« Oui, Maurice, tout va bien. » Répondis-je, un sourire léger affleurant mes lèvres pour la première fois depuis longtemps. « En fait, je veux faire quelque chose. Je veux créer une fondation. » Maurice resta silencieux un instant, sans doute surpris par le ton résolu de ma voix. « Quel genre de fondation ?» demanda-t-il enfin. « Pour les aidants familiaux ?» expliquai-je, le concept s'articulant clairement dans mon esprit. Des personnes qui sacrifiaient leur vie pour prendre soin de proches malades. Je veux leur apporter un soutien financier, des ressources, de la reconnaissance. Je veux que personne d'autre n'ait à traverser ce que j'ai traversé. La vision était nette. Un refuge, un soutien pour ceux qui, comme moi, se sentaient invisibles et seuls face à l'épuisement. Maurice resta silencieux un moment de plus, et je pouvais presque l'entendre réfléchir, peser mes mots. Puis, sa voix revint, empreinte d'une chaleur inattendue. « C'est parfait, Ralph. Graciela serait fière. »« Je sais, » dis-je, le regard perdu dans les feuilles bruissantes de l'arbre. « C'est pour ça que je veux le faire. » C'était plus qu'une simple œuvre de charité. C'était une manière de donner un sens à ma propre souffrance, de transformer l'amertume en bonté, et de perpétuer l'héritage de Célia et Graciela d'une manière qui aurait eu de la valeur à leurs yeux. Les mois passèrent, rythmés par les démarches administratives et la mise en place de la fondation. Nous utilisâmes une partie des bénéfices de l'entreprise familiale pour la financer. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était un investissement dans l'humanité, une réparation des injustices que j'avais ressenties. Nous aidâmes des centaines de familles, des personnes qui étaient au bord de l'effondrement, tout comme je l'avais été. Nous leur donnâmes de l'argent pour les médicaments coûteux, pour l'équipement médical essentiel, pour des heures de répit bien méritées, pour une thérapie qui leur permettrait de supporter le fardeau émotionnel, pour de la nourriture saine, pour la dignité qu'ils avaient perdue en chemin. Chaque personne que nous aidions était une façon d'honorer Graciela, de rendre hommage à Célia, de donner un sens à toute la souffrance que j'avais endurée. C'était une chaîne de bonté, une réponse à l'appel silencieux de ceux qui se sacrifiaient dans l'ombre. 1 an après avoir ouvert la boîte mystérieuse, je retournai à la maison où j'avais pris soin de Graciela. Véronique l'avait finalement vendue. De nouveaux propriétaires l'habitaient désormais, une jeune famille avec 2 enfants, dont les rires résonnaient peut-être dans les pièces où j'avais veillé tant de nuits. Je me tins dehors, observant les fenêtres, les rideaux neufs, les jouets éparpillés dans le jardin. La maison avait retrouvé une nouvelle vie, une nouvelle énergie, loin des odeurs de naphtaline rance et de maladies qui l'avaient imprégnée. La boîte de bois, elle, je la possédais toujours. Je la gardais précieusement dans mon appartement, sur une étagère de mon cabinet, vide désormais de documents, mais loin d'être inutile. Elle était un rappel constant que la valeur réelle des choses n'est pas toujours évidente, qu'elle se révèle souvent après l'épreuve. Elle me murmurait que la justice, parfois, prend du temps, mais qu'elle finit par arriver, et que le sacrifice n'est jamais un gaspillage quand il est fait avec amour et dévouement. Je m'éloignais de la maison, non pas avec tristesse ni avec amertume, mais avec une paix profonde et inattendue. Finalement, après tout ce chemin parcouru, j'avais trouvé la paix. 2 ans après l'ouverture de la boîte, ma vie avait trouvé un équilibre étrange, certes, mais profondément satisfaisant. L'entreprise familiale continuait de prospérer sous une administration professionnelle compétente. J'assistais aux réunions importantes, prenais les décisions stratégiques qui guidaient son chemin, mais je ne vivais plus enchaîné à un bureau, esclave des chiffres et des responsabilités. La fondation avait grandi bien au-delà de ce que j'avais imaginé.
touchant des vies que je n'aurais jamais cru pouvoir atteindre. Nous avions aidé plus de 500 familles et les lettres de remerciement affluaient constamment. Des témoignages poignants de personnes qui me remerciaient de leur avoir redonné espoir quand il ne leur restait plus rien. Chaque lettre était une confirmation, un rappel vibrant de la raison pour laquelle tout cela en avait valu la peine. Pourquoi la souffrance n'avait pas été vaine. Véronique, quant à elle, avait déménagé dans une autre ville. J'avais appris par des voies détournées qu'elle travaillait désormais pour une organisation à but non lucratif, quelque chose en rapport avec les soins aux personnes âgées. Ironique, pensais-je, un léger sourire aux lèvres. Peut-être avait-elle réellement appris quelque chose de tout cela, peut-être pas. Cela n'avait plus d'importance. Mon chemin était ailleurs. Karine, elle, avait complètement disparu des radars. Son divorce avait été scandaleux et public, étalé dans les médias économiques, et elle avait perdu presque tous ses actifs dans l'accord. Une petite partie de moi ressentait de la pitié, une étincelle fugace, mais la majeure partie de mon être reconnaissait la dure vérité. Les décisions ont des conséquences. Un après-midi d'octobre, exactement 2 ans après la mort de Graciela, je me rendis à sa tombe. Je portais un bouquet de fleurs fraîches, des lys blancs qu'elle aimait tant. Je m'agenouillais devant la pierre tombale, le marbre froid sous mes doigts, et parlais comme si elle pouvait m'entendre, comme si son esprit planait encore au-dessus de moi. J'ai réussi, Graciela, murmurai-je, ma voix empreinte d'une émotion contenue. J'ai fait ce que tu voulais. Je n'ai pas utilisé le pouvoir pour les détruire complètement. J'ai utilisé le contrôle pour construire quelque chose de bon, quelque chose qui a du sens. La Fondation aide des personnes qui étaient comme moi, des âmes invisibles qui sacrifient tout par amour. J'espère que tu es fier. J'espère que Célia l'est aussi. Le vent souffla doucement, faisant frissonner les feuilles des arbres qui bruissaient comme un murmure lointain. Je ne croyais pas aux signes mystiques, mais à cet instant précis, je ressentis quelque chose d'approchant de l'approbation, une chaleur douce dans ma poitrine, comme si une main invisible s'était posée sur mon épaule. Je traversai le cimetière, mes pas résonnant doucement sur les allées de gravier, jusqu'à la tombe de Célia. Elle reposait à une vingtaine de mètres de Graciela, comme si même dans la mort, une certaine distance devait être maintenue. Je m'assis sur l'herbe fraîche, juste à côté de la pierre tombale, et posai ma main sur le marbre froid. « Bonjour, mon amour, » dis-je, ma voix se brisant légèrement. 4 ans. 4 ans sans toi. Parfois, j'ai l'impression que c'était hier. D'autres fois, que des décennies se sont écoulées. Je caressais la pierre, imaginant son visage, son sourire. J'ai tenu ma promesse, tu sais. J'ai pris soin de ta mère jusqu'à la fin. Et elle a pris soin de moi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Elle m'a donné la justice quand le monde m'avait tourné le dos. Elle m'a rendu ma dignité. Une larme solitaire roula sur ma joue. J'aurais tant voulu que tu puisses voir tout ce qui s'est passé. J'aurais tant voulu que tu puisses voir que l'homme que tu as aimé ne s'est pas brisé. Il s'est plié, oui. Il a failli se rompre, mais il a résisté. Je restai là pendant 1 heure, simplement assis, simplement me souvenant, le cœur enfin en paix. Lorsque je me levai enfin pour partir, le soleil commençait à décliner, jetant de longues ombres sur les pierres tombales. Au loin, une silhouette féminine se tenait immobile près d'une tombe. Mon cœur fit un bond. Je m'approchai lentement, mes pas feutrés sur l'herbe humide. C'était Véronique. Elle se tenait devant la sépulture de Graciela, des fleurs à la main, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Elle me vit, et son corps se figea, comme surprise en flagrant délit d'une émotion qu'elle aurait voulu cacher. Un instant, je crus qu'elle allait s'enfuir, disparaître comme un fantôme honteux. Mais elle ne bougea pas. « Ralph », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Véronique ?» répondis-je, le nom sonnant étrangement après tant d'années de silence et de rancœur. Nous restâmes ainsi, séparés par à peine 3 mètres, mais aussi par des années de douleur, de non-dits et de trahison. L'air frais du soir portait le parfum des fleurs fanées et de la terre humide. « Je viens chaque mois, » commença-t-elle, brisant le silence pesant. « Depuis 1 an. Je lui parle, je lui demande pardon. Je sais qu'elle ne m'entend pas, je sais qu'il est trop tard pour réparer le passé, mais j'ai besoin de le faire.
C'est, c'est ma façon de porter mon fardeau. Je fis un pas de plus, réduisant un peu la distance symbolique entre nous. Il n'est jamais trop tard pour changer, Véronique, dis-je doucement, mes propres mots résonnant avec une sagesse que Graciela m'avait enseignée. Il est seulement trop tard pour défaire le passé. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes du revers de la main, ses yeux rougis, fixant la pierre tombale. La fondation que tu as créée, reprit-elle, sa voix plus ferme. J'ai lu des articles à son sujet. C'est magnifique. C'est exactement ce que maman aurait voulu, j'en suis certaine. Je le sais, répondis-je, un léger sourire triste aux lèvres. As-tu besoin d'aide demanda-t-elle soudain, levant les yeux vers moi. Des bénévoles La question me surprit. Je n'aurais jamais imaginé Véronique, l'impitoyable femme d'affaires, offrir son temps. Nous avons toujours besoin d'aide, répondis-je, la curiosité piquée. Alors, compte sur moi. Son regard était empreint d'une détermination nouvelle, d'une humilité que je n'avais jamais vue en elle. Je n'ai pas grand-chose à offrir maintenant, mais j'ai du temps. Et peut-être pourrais-je aider d'autres personnes à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Je la regardais vraiment, scrutant au-delà de l'image que j'avais d'elle. Ses yeux, autrefois durs et calculateurs, montraient désormais un regret sincère, une vulnérabilité inattendue, une douleur réelle qui semblait l'avoir rongée de l'intérieur. C'était une Véronique nouvelle, ou du moins une Véronique que j'avais toujours refusé de voir. C'est d'accord, dis-je. Viens au bureau de la Fondation la semaine prochaine. Nous en discuterons. Son visage s'éclaira légèrement, comme si un rayon de soleil perçait les nuages. Vraiment? Oui, vraiment. Mais cela n'efface pas le passé, Véronique. Cela construit seulement un avenir différent. Je le sais, répondit-elle, un soupir libéré. Et c'est suffisant. Merci, Ralph. Elle déposa délicatement les fleurs sur la tombe de Graciela, un bouquet simple mais choisi avec soin, puis se détourna et s'éloigna sans un mot de plus, sa silhouette s'estompant dans la pénombre du crépuscule. Je restai un moment de plus, seul au milieu des tombes silencieuses. Je regardais les deux sépultures, celle de Graciela et celle de Célia. Et pour la première fois depuis des années, je ressentis une paix complète, profonde, comme si toutes les pièces du puzzle s'étaient enfin assemblées. Cette nuit-là, je rentrai à mon appartement, un silence apaisant m'enveloppant. La boîte en bois, fidèle et discrète, trônait toujours sur son étagère, un objet simple qui avait pourtant déclenché une révolution dans ma vie. Je la pris, la sentant légère et familière dans mes mains, et l'ouvris. Elle n'était plus vide. Elle contenait la dernière lettre de Graciela, et avec elle, la confirmation que tout avait eu un sens. Je sortis mon téléphone et pris une photo de la boîte, son bois patiné racontant une histoire silencieuse. Je la publiai sur les réseaux sociaux de la Fondation, accompagnée d'un message qui venait du fond de mon cœur. Cette boîte a changé ma vie. Non pas pour ce qu'elle valait matériellement, mais pour ce qu'elle représentait. Elle représentait le fait que quelqu'un m'avait vu, m'avait valorisé, m'avait considéré digne quand le monde entier m'avait rejeté. Nous méritons tous d'être vus. Nous méritons tous d'être valorisés. C'est la mission de notre fondation. Le message devint viral. Des milliers de personnes partagèrent leurs propres histoires de sacrifices invisibles, de parents malades dont ils avaient eu pris soin, de carrières abandonnées par amour, d'avoir été oubliés par des familles qui ne se manifestaient que pour réclamer des héritages. Ces récits, poignants et universels, me brisaient et me guérissaient à la fois. Je n'étais pas seul. Je n'avais jamais été seul. Il y avait des millions de personnes comme moi, invisibles aux yeux du monde, mais essentielles, oubliées, mais inestimables. 3 ans après avoir ouvert cette boîte, la Fondation avait pris une ampleur nationale. Nous avions des bureaux dans 5 grandes villes de France, de Paris à Marseille, en passant par Lyon. Nous avions aidé plus de 2000 familles à traverser des épreuves similaires aux miennes, leur offrant un soutien juridique, financier et émotionnel. Véronique, fidèle à sa parole, travaillait comme coordinatrice de bénévoles. Elle avait réellement changé, même si, comme je l'avais toujours cru, les gens ne changent jamais complètement. Mais elle avait évolué. Elle était devenue plus humble,
plus consciente des autres, plus humaine. Elle avait trouvé sa propre rédemption dans le service. Karine, elle, n'apparut jamais. J'entendis dire qu'elle avait déménagé à l'étranger, loin des souvenirs et des responsabilités. Je n'en sus pas plus, et honnêtement, cela m'était indifférent. Mon chemin était ailleurs. Un matin, alors que je révisais les dossiers de la fondation, je reçus un appel de Maurice. Ralph, j'ai quelque chose pour toi, dit-il, sa voix grave et mesurée. J'ai retrouvé une autre lettre de Graciela parmi mes archives, une qu'elle m'avait demandé de te remettre 3 ans après sa mort. Il est temps. Mon cœur se serra. 3 ans. Le temps avait filé, rempli de travail, de sens, de reconstruction. Je me rendis à son cabinet d'avocat, le même où j'avais jadis entendu la lecture du testament qui avait bouleversé ma vie. Maurice me tendit une enveloppe scellée, son cachet intact. Je l'ouvris avec des mains tremblantes, un mélange d'appréhension et d'excitation. L'écriture élégante et familière de Graciela remplissait la page. Mon cher Ralph, commençait la lettre, comme un murmure venu d'outre-tombe. Si tu lis ceci, cela signifie que 3 ans se sont écoulés. Cela signifie que tu as survécu, que tu as utilisé ce que je t'ai donné pour construire quelque chose de bon, quelque chose de juste. J'ai toujours su que tu le ferais. C'était le but de tout cela. Il ne s'agissait pas seulement de te donner de l'argent ou du pouvoir, mais de te révéler ta propre valeur. Tu étais un homme bon qui avait oublié sa propre bonté sous tant de souffrances. Tu avais besoin de toucher le fond pour te souvenir de qui tu étais. Tu avais besoin de tout perdre pour apprécier ce qui compte vraiment. J'espère que maintenant tu le vois. J'espère que maintenant tu comprends que la véritable récompense n'a jamais été l'argent. Ce fut la confirmation que ton sacrifice avait de l'importance, que tu avais de l'importance, que l'amour que tu as donné avait un sens profond. Merci de t'être occupé de moi. Merci d'avoir aimé ma fille. Merci d'être l'homme que tu es. Avec un amour éternel, Graciela. Je pleurais. Je pleurais dans le cabinet de Maurice, sans aucune retenue, les larmes coulant librement sur mes joues, lavant les dernières traces de l'amertume passée. Il me laissa seul, discrètement, me donnant l'espace nécessaire pour accueillir cette dernière bénédiction. Quand je me calmais, je repliai la lettre avec soin, comme un trésor inestimable. Cette nuit-là, je la plaçai à l'intérieur de la boîte en bois. Elle n'était plus vide. Elle contenait désormais ce qu'il y avait de plus précieux, la confirmation que tout avait eu un sens. Je regardais la boîte sur son étagère, petite, simple, vieille, mais plus puissante que tout l'or du monde. Elles s'étaient moquées lorsque je l'avais reçue. Elles avaient ri parce qu'elles n'avaient vu que du bois, pas la justice, pas la dignité, pas l'amour qu'elle représentait. Mais quand je l'avais ouverte, leur rire avait cessé et la vérité avait émergé, éclatante. J'avais survécu, j'avais vaincu, non pas par la vengeance mesquine, mais par la dignité retrouvée, exactement comme Graciela l'avait planifié.